Voilà, c'était la chanson d'introduction préparée par Yann Rochdy aujourd'hui, qui va être mon co-animateur pour un autre passage de Alain Soral à Brochu TV. Salut Yann, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Toi, on est en forme? Oui, très en forme. Écoute, la dernière émission, les gens ont apprécié beaucoup ta venue avec Arnaud Develay et Alain Soral. Et là, on t'a donné une mission, c'était de lire vers la féminisation de notre invité Alain Soral. Donc, c'est ce que tu as fait hier. Tu as beaucoup de choses à lui dire. Tu nous as préparé aussi des extraits vidéo de plein de choses qui risquent d'être fort intéressants. Donc, je te laisse un 30 secondes avant de faire venir nos invités, puis oui, vas-y, donc t'écoute. un moment spectaculaire, j'ai pris énormément de notes, j'ai des bonnes questions. Évidemment, on ne passera pas à travers, probablement, mais moi, j'ai beaucoup de questions pour approfondir les notions de cher Alain Soral, et je veux aussi les réactions d'Arnaud Develay, très important, parce que c'est un clash générationnel qu'on vit présentement. On passe le bâton à une nouvelle génération qui semble plus radicale que les milléniaux. On est en train de polariser, mais pas nécessairement du côté qu'on croit. Donc, je vais en parler avec Alain Sorel et Arnaud Develay. La bourgeoise de gauche se radicalise. C'est ça que moi, je vois depuis 10 ans. Et je veux vos réactions. Merci beaucoup de m'offrir cette tribune, Arnaud, Carl, et merci de participer à Alain Soral. Bonne émission. On va commencer par Arnaud, justement. Vas-y, Arnaud. Oui, la bourgeoise de gauche, effectivement, c'est ce qu'on dit, on appelle la Karen. Bah, la Karen, effectivement, elle tient les couilles de l'homme, du mâle blanc de plus de 50 ans. Alors, des deux côtés de l'Atlantique, puisque rappelons pour nos éditeurs francophones que c'était la directrice du groupe France Télévisions, hein, pas moins, qui est devenue un peu la tsarina du PAF. Une certaine Delphine Ernotte qui avait, lorsqu'elle avait été intronisée il y a déjà 10 ans de cela, s'était félicité que sous son règne, aucun homme blanc de plus de 50 ans ne travaillerait essentiellement. Donc c'était la gynocratie au pouvoir. Et on a pu voir effectivement outre-Atlantique un petit peu le même phénomène avec la Karen. Ces femmes castratrices qui, tantôt la présentatrice vedette sur MSNBC, Rachel Maddow, ou même Hillary Clinton avec son fameux Deplorable, sont censés nous expliquer un peu la vie, voire même le monde, voire même l'anthropologie au sens large du terme. Et il y a eu un peu comme un retour de bâton, alors on pourrait dire avec la première élection de Trump. Et le fait économique, si je puis dire, a aussi joué un rôle non négligeable en radicalisant justement ces gens qui ne veulent pas mourir, que ce soit dans des guerres impériales qui ne profitent qu'à un certain cercle, ou au travers d'épidémies telles qu'on a pu le voir ces dernières années aux États-Unis avec comment s'appelait ce médicament là, Oxycodone. Oui, voilà. Donc, et on a vu des chiffres assez affolants d'ailleurs, puisque quand on regarde sur la carte états-unienne, on voit que tous les foyers les plus importants justement de décès liés à cette épidémie concernent le sud, le sud profond, le travailleur blanc moyen, et c'est un véritable génocide silencieux qui accompagne ce phénomène dont nous allons parler aujourd'hui. Oui. En 2022, on parlait déjà de 500 000 morts. Donc, en 2026, c'est beaucoup plus encore. C'est équivalent à une grande guerre. C'est des chiffres comme ça qu'on a présentement en Russie des deux côtés, soit dit en passant. Et il faut en parler à ce niveau-là. Il faut dire les vraies affaires. Dire les vraies affaires, comme parler de la question juive, comme parler de cette marche vers la finalisation qui a été annoncée, proclamée par Alain Soral il y a 30 ans, bien en avance, encore une fois. 99, oui. 99. Exactement.
Je voulais commencer en parlant de cette première partie du livre qui nous explique c'est quoi la femme. C'est quoi la femme, c'est quoi le féminisme et comment on peut essayer de décrire cette femme-là sans avoir l'air d'un macho ou d'une sorcière, que vous appelez souvent les flippés ou les pétasses, un peu plus loin. Donc, vous parlez dans ce livre-là, au début, de comment on représente la femme, la représentation fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Fonctionnelle, ce serait la fille, la mère. La représentation dysfonctionnelle, un exemple, c'est la jeune adolescente anorexique. Et vous arrivez à une conclusion via donc une analyse d'archétypes via le Freud, un peu, tout en étant pas nécessairement pro-Freud. Vous arrivez à une nature féminine qui se retrouve face à une réduction psychologiste parce qu'il y a une absence de meurtre du père dans la croissance de cette jeune fille-là au niveau biologique, au niveau familial. Et donc, ce qui arrive au point où les femmes appréhendent les phénomènes humains principalement à travers les déterminations affectives et psychologiques. Oui, c'est assez pointu d'un point de vue théorique. En fait, la première question, c'est de quoi une femme est-elle faite? Donc, c'est essayer de comprendre de quoi elle est faite. Alors, il y a la dimension biologico-organique, c'est-à-dire elle est faite pour la reproduction. Il y a la dimension psychologico-affective qui déjà induit le fait que comme elle se reproduit, sa création naturelle est l'enfant, donc elle est moins portée à la création que l'homme qui lui-même, pour produire quelque chose, doit aller vers les artefacts, l'art, etc. Il y avait cette dimension-là. Et puis je me sers effectivement de l'Oedipe dans le livre, mais qui n'est pas l'Oedipe freudien, c'est-à-dire la manière dont un individu, que ce soit un homme ou une femme, est structuré par sa relation première à la mère et au père. Et je dis, il y a un concept assez fin dans mon livre que personne n'a relevé dans la critique, puisqu'il ne se donne pas la peine il me critique avant même de lire, ce que j'appelle la dissymétrie de l'Oedipe. C'est-à-dire que la grande différence entre l'homme et la femme, c'est que chez l'homme, la mère est l'autre, alors que chez la femme, la mère est la même. Et ça crée une grande différence dans la structuration psychologique, parce qu'en fait, je dis, l'homme passe de l'amour de la mère à la rupture brutale qui est l'entrée du père qui incarne la loi. Donc il y a cette double détermination, c'est-à-dire le psychologico-affectif qui est brutalement remis en question par ce qu'on appelle l'autre. Et l'autre, en fait, on se rend compte que dans le monde, c'est l'économico-social, c'est essentiellement les autres, le travail, etc. Alors que chez la femme, il y a une continuité de l'amour de la mère, qu'on appelle l'amour du géniteur, à la séduction vers le père, c'est-à-dire qu'on passe de l'amour de la mère à l'amour du père, même s'il n'est pas de même nature. Et il n'y a pas chez la femme cette coupure qu'on appelle, d'ailleurs dans le freudisme, le meurtre du père, et qui produit ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire le surmoi, c'est-à-dire la rupture de la toute-puissance, on va dire du nourrisson par ce bain affectif, à cette introduction violente du père qui en fait met une barrière entre lui et la mère. Et ça, c'est chez Freud, mais pas tout à fait dit comme ça. C'est un concept assez fin, je dois dire, qui est de moi, c'est ce que j'appelle la dissymétrie de l'Oedipe. C'est-à-dire que chez l'homme, il y a une rupture radicale entre l'amour et ce qui deviendra après le travail et les autres. Alors que chez la femme, il y a une continuité de l'amour du géniteur qui est la mère à la séduction du père qui est aussi une relation d'amour. Et c'est ce que j'appelle chez la femme la tendance à la réduction psychologiste qui fait qu'elle a du mal à appréhender le politique dans sa spécificité. Et elle a toujours tendance à considérer le politique comme une extension du psychologico-affectif, ce qui est la définition la plus radicale du féminisme. Le féminisme, c'est une femme qui ne comprend pas ce que c'est que le politique dans son essence, c'est-à-dire les rapports économico-sociaux, et qui conçoit, c'est-à-dire qu'elle s'adresse toujours au père ou au mari, et elle n'identifie pas le patron ou l'ouvrier. Et c'est pour ça, c'est là où le livre monte d'un cran. Je dis le féminisme est une création des hommes de pouvoir pour dépolitiser la politique en manipulant les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont en fait, et notamment les féministes, puisque les autres à la limite ne se posent pas forcément la question, les féministes qui en fait ne comprennent pas ce qu'est la spécificité du politique,
pensent faire de la politique en faisant du féminisme et du coup empêchent la vraie compréhension de ce que c'est que les rapports de force politiques, qui sont essentiellement des rapports de production. C'est-à-dire que la femme ne comprend pas la différence entre le mari et le patron, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est toute la confusion. Et je dis, si on est allé vers la féminisation, c'est une volonté en réalité du pouvoir masculin, parce que le féminisme n'a jamais eu aucun pouvoir en lui-même. On n'a jamais vu des défilés de millions de femmes revendiquant quoi que ce soit. Les acquis féministes ont toujours été octroyés par le pouvoir patriarcal dans un but de dépolitisation. C'est ce que j'appelle le glissement du social au sociétal. Les femmes sont les reines du sociétal. Alors quand elles sont dans leur domaine, elles font de la psychologie, et elles sont des maîtresses de la psychologie, et quand elles font de la politique, elles font de la réduction psychologique du politique. Et donc là, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le machisme ou l'antiféminisme. On essaie de comprendre ce que c'est que la spécificité de la vision de la femme, qui a une spécificité qui est liée à ce que j'appelle la dissymétrie de l'Oedipe. Qu'est-ce que ça engendre dans sa compréhension du politique et dans son action politique? Et pourquoi, finalement, le pouvoir politique qui est resté dans la main des hommes, il suffit de regarder qui dirige le monde aujourd'hui, pourquoi ce pouvoir masculin profondément a créé l'illusion ou a flatté les femmes pour leur déléguer une certaine gestion du pouvoir dans le but d'affaiblir, finalement, de désamorcer le sérieux de la politique. C'est ça, en fait, la thèse du livre. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde est à peu près passé à côté, parce que ça demande effectivement d'avoir conscience de ce que j'appelle cette triple articulation, le biologico-organique, la femme est faite pour faire des enfants, c'est une génitrice, et ce psychologico-organique forcément agit sur le psychologico-affectif, qui lui-même est encadré par ce qu'on appelle l'économico-social, c'est-à-dire l'historico-culturel. Et en fait, c'est déjà comprendre que pour parler des hommes ou des femmes, il faut articuler ces trois déterminations. Biologico-organique, c'est-à-dire le corps, les injonctions du corps, psychologico-affectif, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire je, tu, il, et puis l'économico-social qui est nous, vous, il. Rien que d'ailleurs dans je, tu, il, c'est toi, moi et le tiers, et nous, vous, il, c'est nous, les autres, etc. Et en fait, le passage du je, tu, il ou nous, vous, il, auquel on ne pense pas, c'est déjà un passage de l'intrafamilial et du psychologique, parce que le lieu du psychologique, c'est l'intrafamilial. Maman, papa, la bonne et moi, hein, c'est à peu près comme dans la chanson. Enfin, la bonne, c'est l'irruption du social dans la famille. C'est pour ça que c'était une plaisanterie de Michel Clouscar, qui était un de mes maîtres en philosophie, en politique. Il disait, voilà, papa, maman, la bonne et moi. La bonne, c'est l'irruption du politique dans la famille. Parce qu'elle n'est pas... La relation à la bonne n'est pas une relation affective. C'est une relation de rapport de production. Hein. Et en fait, quand on commence à poser les choses comme ça, on peut commencer à parler sérieusement. Mais personne ne le fait en réalité, et surtout pas les féministes. Et les femmes, elles de toute façon, ne l'exigent pas. Parce qu'en réalité, les trois quarts des femmes sont très bien dans le psychologico-affectif, dans ce qu'on appelle, c'est le règne de la femme, c'est la vision féminine. Le problème, c'est la féministe qui prétend parler de politique, alors qu'en fait, elle passe essentiellement à côté. Et ça s'appelle d'ailleurs la réduction du social au sociétal, et on verra que la féminisation de la société française a correspondu comme par hasard à l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste, qui étaient des sociotraîtres. Et en fait, pour cacher leur trahison totale, on va dire, du programme commun, on fait glisser du social au sociétal pour faire croire qu'ils étaient de gauche, alors que sur la question du rapport capital-travail, ils étaient devenus de droite. Ça s'appelle le virage néolibéral de la gauche au pouvoir. Donc vous voyez que ce qui valide mon analyse, c'est aussi que ça s'est passé exactement quand ça devait se passer et que c'est totalement fonctionnel. C'est pas un hasard si à un moment donné, les socialistes se sont mis à parler des gays, des minorités, des femmes, et on verra d'ailleurs que les catégories de dépolitisation du politique, c'est toujours les mêmes. C'est le jeune, effectivement, qui ne comprend pas les rapports de production puisqu'il est dans un rapport affectif, lui aussi confond le patron et le père. C'est le jeune, la femme, qui est dans la même réduction. Et puis après, effectivement, on introduit le gay, qui est la grosse poussée à un moment donné, qui est la psychologisation des rapports intramasculins, justement pour casser les rapports de production. C'est ma fameuse phrase à l'époque, je disais, se faire enculer est une activité de loisir, c'est pas une activité productive, c'est pas ce qui détermine l'être social. Hein, on n'est pas spécialement sodomite, on est d'abord avocat ou plombier, vous voyez. Quand vous vous présentez dans le monde, vous dites bonjour, et on dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous dites je suis médecin. Vous dites pas je suis sodomite passif, vous voyez. Or, toute la montée
en puissance médiatique du phénomène gay, dont on a d'ailleurs Ah oui. inventé le mot en France, ça n'existait pas avant, c'est de dire que de se faire enculer devenait de gauche. Parce qu'en réalité, c'est tout ce qui restait à la gauche. C'est ce que j'ai appelé le passage du point révolutionnaire à la rose au point et au point dans le cul. Vous voyez, c'est les 3 temps. Hein, ça Oui. finit en fist fucking. Hein. J'ai beaucoup aimé le passage où on arrive à 13 ou 14 sortes de gays différents. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gays. La communauté gay n'existe pas. Elle n'existe pas d'un point de comme unité sociale. C'est ça. Puisqu'en fait, comment dirais-je, l'homosexualité ne transcende pas les rapports de production et les rapports de classe. C'est ça. Or, d'ailleurs, les hommes le comprennent très bien parce que si vous faites un parti masculiniste, bon, ça peut avoir aujourd'hui un petit sens par rapport justement à l'hypergamie féministe. Mais en fait, les hommes sont suffisamment cultivés politiquement pour que si un type lui dit homme de tous les pays, unissons-nous, l'ouvrier va quand même se dire, ou l'immigré qui travaille à la chaîne, que celui qui lui dit ça est un peu en train de se foutre de sa gueule politiquement. Alors que, effectivement, les féministes jouent sur une espèce d'innocence ou d'incompréhension des femmes qui, quand elles disent nous les femmes, on va se battre, etc., tu dis mais de quelle femme parle-t-on? De la femme de ménage ou de la rentière? La bourgeoise de gauche. Oui, et moi je disais toujours, en tant que les féministes doivent rendre hommage à cette femme qui a permis à toutes les héroïnes féministes de monter dans l'histoire, etc. Et cette femme, c'est leur femme de ménage, vous voyez. Oui. Et là, on retombe dans les rapports de classe. Hein? Exactement, c'est ça le plus important. Des fois, on se rend compte depuis une quinzaine d'années qu'il y a une intention derrière ça. Donc, nos élites, nos oligarques, nos cartels, nos banquiers apatrides ont décidé de semer la discorde, la zizanie, le chaos entre les hommes et les femmes. Et d'une certaine manière, on le voit, Arnaud Develay, avec ces bourgeoises de gauche partout dans les médias, qui sont pistonnés, subventionnés, cooptés, partout. Par exemple, Greta Thunberg, hein? Shame on you. Oui, Greta Thunberg, d'ailleurs, qui est, si j'ai bien suivi l'histoire, un peu autiste sur les bords. En plus d'être une fille de la haute société, hein, c'est pas vraiment quelqu'un qui s'est réveillé un jour, qui a eu une forme de révélation dans les activités dont elle semble s'être fait le chantre. Non, donc tout ça c'est monté de toutes pièces, mais je dirais même que ça remonte au début, à l'ère industrielle, au début de l'ère industrielle, les grandes familles, les Carnegie, les Rockefeller, tout ça, ça a germé dans leur centre de réflexion. Il fallait d'abord scinder le foyer traditionnel en deux, créer une source de revenus supplémentaires pour l'État. Il n'y aurait plus personne pour s'occuper des gosses, donc l'État s'occuperait des gosses. Et on a fait ensuite venir des gens comme le petit-neveu de Freud pour faire passer la vaseline avec les campagnes de publicité à l'époque où, alors, contre tout bon sens de santé, et surtout quand on savait comment le tabagisme, à l'époque où les feuilles de tabac étaient ramenées aux cours européennes, c'était considéré dans les cours comme étant quelque chose d'assez déplorable. Et on a réussi à faire agir les gens contre leurs propres intérêts et à rendre, entre guillemets, hip, voire cool, le fait pour une femme de pouvoir fumer en public, alors que c'était considéré à l'époque comme complètement à l'encontre des normes. Donc oui, il y a une accélération à partir des années 70 et après au niveau des années 2000, mais c'est un processus qui a déjà, on va dire, 120 ans et qui coïncide avec l'automatisation, l'industrialisation et partant de là, le besoin de commencer à c'est surtout le tertiaire. Ce qui peut... C'est surtout c'est surtout le secteur tertiaire qui amène les femmes naturellement, parce que c'est le travail que peuvent faire les femmes, parce que c'est pas du travail de force comme le primaire et le secondaire. Et en fait, le tertiaire est féminisant intrinsèquement. Et il faut pas oublier que le féminisme aussi s'est accompagné d'une mise des femmes au travail dans le tertiaire, c'est-à-dire les employés de bureau, et on les a mises au travail salarié, tout en leur disant que c'était une émancipation. Elle s'émancipait du foyer et de la tutelle du mari, mais elle passait sous le contrôle du patron. On est toujours dans cette dialectique opposer la femme au mari ou au père pour la jeter dans les bras du patron. Hein, et c'est la stratégie. Mais effectivement,
ce n'était possible qu'avec l'explosion du secteur tertiaire, puisque le tertiaire ne demande pas de force physique. Le travail de bureau est naturellement, je dirais, unisexe et même féminisant, puisque un homme qui a une testostérone et une virilité a plus de mal à passer 8 heures à taper sur une machine à écrire qu'une femme qui passe de la machine à coudre à la machine à écrire, en réalité. Vous voyez ? Donc, en fait, toutes ces dimensions s'articulent. C'est d'une ingénierie sociale très intelligente. Et le problème, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que cette stratégie de domination des femmes par des hommes de pouvoir, c'est le principe du golem, a tendance un peu à échapper aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a sorti les femmes de la cage, c'est-à-dire du foyer en réalité, on les a flattées, on en a promu certaines pour casser notamment, on voit bien la télévision, justement avec ce dont on parlait tout à l'heure, hein, pour virer les mâles blancs de plus de 50 ans qui avaient une conscience sans doute sociale et politique supérieure, parce que moins psychologistes, et on voit qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on a du mal à contrôler les furies. Et la dernière étape la dernier étage de la fusée, assez logiquement, c'est l'épisode MeToo et Balance ton porc. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a un problème où même ceux qui ont mis ça en place se prennent un retour de bâton dans la gueule parce qu'ils peuvent être eux-mêmes victimes de ce qu'ils ont mis en place, notamment à travers les plaintes de leurs maîtresses ou de leurs épouses. On a toute l'épopée qui a donné des films assez drôles aux États-Unis, avec notamment le divorce. Comment le couple qui normalement est fait le mariage qui est fait pour faire des enfants dans des conditions pour que l'enfant ne devienne pas psychopathe, en gros, est devenu une sorte de chasse à l'homme spécialisée avec tout un relais d'avocats. Et ça, il y a une dimension assez comique, mais qui est quand même, in fine, une destruction de ce qui permet à l'humanité de se reproduire, qui est la différence des sexes, le couple et l'enfantement. Aujourd'hui, on a atteint, on est passé au-delà de la manipulation politique, on est rentré dans quelque chose de profondément dysfonctionnel, dénatalité massive, explosion de l'homosexualité, et dit comme ça, le LGBTisme est la conséquence ultime, en fait, de cette manipulation féministe, hein, la remise en question du sexe, avec cette double stérilisation que ça produit derrière. Oui, double stérilisation qui est représentée, on le rappelle, c'est pas une essence féminine, c'est une tendance. C'est tendanciel chez la femme parce que c'est au niveau biologique, hormonal, développemental, qu'il y a cette différenciation où on n'est pas capable de hiérarchiser les causes en cause primaire, cause secondaire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a en plus d'avoir une dissymétrie au niveau de cette virilité du travail entre l'homme et la femme, il y a une dissymétrie aussi au niveau de cette virilité intellectuelle et aussi l'accession à la loi morale, au jugement moral, au mérite. La capacité de faire ça. C'est une indétermination du désir versus, pour les hommes, un désir de conquête. C'est choisir le conformisme social, le statu quo politique et l'ordre établi plutôt que prendre les armes de manière virile et faire une révolution sanglante. Et donc, on le voit aussi au niveau de cette absence de création littéraire, musicale, à travers ces bourgeoises de gauche qui nous submergent de la politique aux arts et on a un palmarès à présenter parce que vous avez, en France, vous avez évidemment Sandrine Rousseau qui est la championne française désignée avec le barbecue symbole de la virilité qu'il faut combattre hein, parce que c'est du masculinisme toxique. Il faut déviriliser les hommes et la masculinité toxique, nous dit-elle. Et c'est pas juste en France, hein, cher Alain, cher Arnaud. C'est partout. C'est partout parce que à l'époque de MeToo, depuis la période MeToo, on a les associations de psychologues professionnels partout dans l'anglosphère, les grands médias de masse américains, de l'Empire, qui nous expliquent que être masculin, c'est toxique. C'est le nouveau péché originel d'une certaine manière. Donc, au lieu d'être Ève, c'est l'homme. L'homme a littéralement
oppresser la femme depuis la nuit des temps. Et ces pétasses et ces flippés nous pondent des romans et font de la politique en semant la zizanie, la discorde entre les sexes. Sandrine Rousseau en premier. Au Québec, on voulait vous en parler avec Carl de certains phénomènes qu'on a. Un phénomène spécial. C'est la nouvelle championne mondiale. Elle s'appelle Elisabeth Lemay. Récipiendaire d'un grand prix féministe pour un de ses livres. Elle a été découverte il y a quelques années pour son livre Daddy Issues, où elle raconte l'histoire de fiction, qui n'est pas vraiment une fiction, avec un personnage qui est elle, mais pas elle, avec des daddy issues, des problèmes de papa, et elle aurait couché avec quelqu'un de plus mature et eu une histoire d'amour qui serait probablement quelqu'un de la haute sphère bourgeoise montréalaise au niveau littéraire, un certain Patrick Lagacé. C'est pas confirmé, mais c'est ça les rumeurs qu'elle dit. Donc, on l'a découvert avec ça. Elle a passé au Salon du Livre, c'était la star. Voyons, on parle une langue à demi morte, comme on enlace une cause vaine et comme on embrasse un ancien amant. Et j'ignore si cela est bien ou mal. Daddy Issues, c'est l'histoire d'une maîtresse éperdument amoureuse de son amant, qui est un vieil homme marié à une autre. Puis, durant ces longs mois d'attente dans sa chambre, sur le bord de la piscine Baldwin, elle lit des milliers de livres. Elle lit Aquin, Duras, elle lit Houellebecq. Puis, on la suit à travers ses réflexions sur l'amour, sur son peuple, sur la langue française, puis sur la littérature en général. L'inspiration de Daddy Issues m'est venue de mes études en littérature québécoise, puis la lecture du prochain épisode de Hubert Aquin. Donc, j'avais envie de reprendre un peu cette idée-là, d'écrire un roman impossible qui tourne un peu en rond, que les fils s'entremêlent, puis qui parlait aussi qu'on entrelaçait l'histoire collective et intime. Donc, j'ai voulu reprendre ça dans une histoire d'amour impossible. Puis j'avais aussi envie de me réapproprier le vieux cliché du triangle amoureux de l'homme marié puis de la jeune maîtresse, puis cette fois-ci de l'entendre parler, elle. Mon récit. C'est un roman de jeune adolescente, comme vous le dites vers la féminisation, Charles-Alain Soral. Ça nous rappelle, c'est la énième reproduction comment dirais-je, de l'épisode Françoise Sagan, je rappelle, hein. La fille de famille, de bonne famille bourgeoise de gauche, assez éveillée, voilà, qui sort un roman très psychologique en général avec c'est toujours papa maman ou papa deuxième maman, et c'est toujours en fait focalisé sur le psychologique et éliminer le social, hein. C'est ce que j'appelle moi la régression psychologiste du roman. Ça commence avec Virginia Woolf. En général, c'est souvent des femmes un peu traumatisées qui expriment leur pathos. C'est en général ça le noyau de la littérature féminine. C'est exprimer le pathos affectif, et en général au détriment de la vision sociale, sachant que normalement, chez les grands auteurs, on va dire comme Balzac, les deux dimensions sont articulées, hein. Chez Eugénie Grandet, les deux dimensions sont articulées. Avec la littérature féminine, entre guillemets, il y a un effacement de l'économico-social au profit d'une surévaluation, d'un surinvestissement du psychologico-affectif, et donc relations amoureuses, et surtout, en général, la femme qui écrit exprime, en général, c'est pour ça qu'elle écrit, elle exprime son pathos, c'est-à-dire qu'elle a une souffrance affective, parce que sinon elle l'exprimerait par l'amour, je veux dire, immédiat. Et donc, en fait, on a une catégorie de femmes écrivains ça commence, à mon avis, beaucoup en Angleterre, Virginia Woolf, John Auster, qu'on a beaucoup fait monter d'ailleurs depuis quelques décennies, où d'ailleurs là, c'est vraiment sur les relations amoureuses pures, il n'y a pas vraiment de pathos, il y a juste les affres de l'amour, toujours dans des milieux privilégiés d'ailleurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment cette féminisation de la littérature par une réduction psychologiste de normalement quelque chose qui doit englober le social et articuler le social et psychologique, a aussi à voir, je crois, avec le prestige, par exemple chez nous, de Marcel Proust, c'est-à-dire une littérature, même si Proust c'est bien au-dessus quand même, où effectivement on a une espèce de lenteur psychologique, une surévaluation
du psychologique qui est lié aussi à l'oisiveté, il ne faut pas oublier. Hein. Ces femmes qui écrivent rarement sur le monde du travail. Il n'y a pas d'ouvrières écrivaines, il ne faut pas oublier. Chez nous, on a des types comme Céline qui effectivement sont des déclassés et qui en fait font rentrer la littérature dans le monde de l'âpreté des rapports sociaux, ce qui en fait d'ailleurs sa supériorité. Mais on a très peu d'exemples d'ouvrières écrivaines, ça n'existe pas. C'est toujours de la fille de bonne famille qui effectivement parle de sa souffrance affective, liée en général à un rapport problématique au père et à la mère, qui génère le rapport problématique aux autres, mais en général, sans jamais se poser la question de son privilège social. Vous voyez, ça aussi s'articulant par exemple avec la psychanalyse. On s'allonge sur un divan et on parle pendant des heures de son problème avec papa, maman, sans se poser la question pourquoi un ouvrier, ça lui viendrait pas à l'idée pour régler ses problèmes de souffrance, d'aller s'allonger sur un divan pour parler de papa et maman. Lui, en général, il préfère militer dans un syndicat pour avoir des augmentations de salaire, vous voyez. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce piège du psychologisme qui, d'ailleurs, dans la modernité, est considéré comme l'intelligence supérieure, alors que l'économico-social, c'est considéré comme un truc de brute un peu masculine. C'est-à-dire qu'on a inversé. Oui. En réalité, c'est le pouvoir féminin que vous dites, le pouvoir féminin différent. La différence en fait, féminine comme étant supérieure. En fait, c'est pas différent, c'est inférieur, mais c'est présenté comme supérieur. C'est-à-dire ce raffinement psychologique qui est en fait du nombrilisme, souvent, et l'expression d'un pathos. Et n'oublions pas que le pathos, c'est intéressant pour un médecin et un psychiatre, mais c'est pas forcément très intéressant pour essayer de faire comprendre à un lecteur ce qu'on appelle une vision du monde éclairée. C'est-à-dire que normalement, un écrivain exprime par autre chose que par le concept une vision du monde qui aide celui qui lit à comprendre le monde, hein, c'est-à-dire le monde dans sa complexité. Or, avec la féminisation de la littérature, on a produit en fait une réduction psychologiste au détriment des autres déterminations, notamment les déterminations économico-sociales, et on voit bien que tout ça intéresse quand même un certain pouvoir politique d'arriver à faire sortir le politique de la littérature, parce que la grande force des grands écrivains, on va dire sans doute un des plus grands, c'est Balzac, c'est que c'est une littérature qui est très politique en réalité, qui permet de comprendre les mécanismes de domination. Si vous lisez Illusions perdues de Balzac, il y a tous les rapports sociaux dedans, notamment d'une bourgeoisie en train de devenir dominante, et c'est une littérature qu'on peut considérer comme dangereuse, parce qu'elle éveille à la conscience et à la conscience sociale. Et donc c'est là qu'on voit bien que de pousser les gens à lire du roman féminin, et de pousser les femmes à se complaire dans cette qui est en fait une littérature narcissique, à se complaire dans le psychologisme, en fait est une manière de les contrôler, et aussi d'affaiblir et de faire disparaître par la masse d'édition, comment dirais-je, les romans, on va dire, structurés, où il y a la double articulation psychologique et sociale. Et on voit bien aujourd'hui Virginie Despentes attaquant chez Grasset Bolloré. On voit bien que quand on comprend ce que je vous dis là, on a toutes les illustrations de tous les combats pseudo-littéraires qui se sont passés depuis les années 60. Ça s'est encore aggravé à partir des années 80. Oui. Et on comprend que normalement la littérature qui est la catégorie, là c'est la théorie de Lukács, hein, l'âme et les formes, la théorie du roman. Normalement le roman qui est la catégorie de la conscience de la bourgeoisie, puisqu'avant on avait des livres sacrés, on avait la Bible avant. En fait, ce produit de la conscience bourgeoise a été affaibli et stérilisé par sa féminisation. Et là, on comprend aussi, quand on prend du recul historique, que la bourgeoisie de l'ascendance avait montré sa supériorité par la littérature masculine qui s'opposait en fait aux livres sacrés, c'est-à-dire, vous comprendrez mieux Balzac, le monde en lisant Balzac qu'en lisant l'Ancien Testament, par exemple. On voit bien qu'aujourd'hui, la bourgeoisie dominante produit une littérature dont le but n'est pas la conscience, mais d'affaiblir la conscience. Pourquoi ? Parce que cette bourgeoisie au pouvoir est totalement délégitimée par rapport à la période de son ascendance où elle prétendait faire mieux que la monarchie et l'Église. Vous voyez ? Et c'est là que quand on articule tous les domaines, on arrive à un niveau, je dirais, d'intelligence qui est bien supérieur à ce qu'on nous propose et qui malheureusement d'ailleurs nous met hors catégorie et hors concours. Je suis désolé de le dire, mais j'ai jamais pu exprimer ça dans une émission de télé, tellement le niveau est faible. Et d'ailleurs, pour comprendre, je dirais,
je suis désolé de le dire, l'incroyable intelligence de mon livre Vers la féminisation, il y a quelqu'un qui le dira dans 50 ans, alors qu'aujourd'hui, je suis traité comme un voyou et un psychopathe. Il ne faut pas oublier. Ma réhabilitation va prendre du temps parce que ce livre est passé personne n'a jamais, dans le monde de la critique officielle, n'a jamais critiqué ni Vers la féminisation, ni comprendre l'époque, ni comprendre l'Empire. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une incapacité de comprendre ce dont je parle, justement parce que malheureusement, la féminisation a atteint, je dirais même ceux qui se prennent pour des hommes éclairés, et puis aussi il y a un pouvoir politique qui ne veut pas que ce que je dis soit compris. Donc diabolisation systématique. Voilà. Et puis évidemment que les femmes, elles, qui bénéficient de cette promotion et de cette escroquerie, ne comprennent pas vraiment la critique que je fais souvent, et quand elles la comprennent un peu, elles préfèrent diaboliser ou éviter le débat. Mais pour ne pas être passé pour un misogyne, je rappelle que Madame Yourcenar, par exemple, est totalement d'accord avec moi quand elle critique justement le féminisme littéraire, et même Colette est relativement d'accord avec moi, c'est-à-dire que en réalité, les femmes écrivains d'un certain niveau, souvent, échappent à ce piège de la littérature féministe et le professent et l'écrivent. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de fâcherie, en réalité. Quand on atteint un certain niveau de sérieux et de conscience, il n'y a pas de lutte des sexes. En fait, ça se passe à un niveau inférieur, où là, on a la complaisance de certains hommes. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier que l'homme qui flatte la femme, c'est dans un but de consommation sexuelle. C'est ce qu'on appelle le sartrisme en philosophie. Je fais de la philosophie de deuxième zone pour faire croire à une jeune fille de bonne famille qui a accédé aux sciences sociales après-guerre qu'elle est intelligente parce qu'elle comprend ce que je dis. Mais c'est l'effondrement de la philosophie par le concept devenu arme de séduction de la jeune fille bourgeoise qui accède à l'université supérieure et qu'il faut flatter. Et ça, c'est toute l'épopée sartrienne, vous voyez, qui d'ailleurs finit avec Simone de Beauvoir en triolisme sexuel. Vous voyez, tout ce travail-là n'a pas été fait très sérieusement. Moi, je l'ai fait un peu, mais parce que c'est l'interdit, presque quelque part, l'interdit même de l'université, de la sociologie universitaire. Moi, je suis considéré par la sociologie universitaire comme un voyou et comme un abruti. Alors que je suis face à des types, quand je vois le niveau de faiblesse de la sociologie officielle française, dont le meilleur exemple était le dernier positiviste, j'ai oublié son nom, là, qui avait écrit, il est mort, donc on n'en parle plus, Bourdieu, vous voyez, Bourdieu, oui. C'est affligeant de conneries. Et d'ailleurs, il a écrit de la domination masculine. Il a produit un espèce d'essai positiviste pour flatter la femme. D'ailleurs, il a toujours fait que de la flatterie. C'est que de la sociologie de flatterie du pouvoir. C'est pour ça qu'il était médaille d'or, 12e échelon de la sociologie. C'est pas par hasard. Si on célèbre la femme, assez poumonée, on gagne tous les prix, on pose avec des premiers ministres. Et ensuite de ça, il y a un nouveau truc qui est arrivé avec ma génération et les plus jeunes. C'est on a innové sur le fauteuil psychanalytique. Là, maintenant, la nouvelle mode, c'est faire la psychanalyse en direct sur les réseaux sociaux et dire toutes ces bêtises rendues là, parler de sa vie privée, sa vie sexuelle. Et tout ça, certains pourraient dire pour des clics ou pour des visionnements, des spectateurs, mais ça nous démontre à quel point l'absence du meurtre du père, la dissymétrie au niveau de l'Oedipe, ne peut pas faire en sorte que ces femmes-là qui sont aient une vraie démarche primaire, une vraie démarche créatrice. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste ça qu'on va avoir. C'est juste ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Depuis, genre, la semaine passée, quand vous voyez des hommes, pour vrai, je me sens mal de dire ça, mais ça n'a pas de bon sens, là, genre, comme tantôt, je m'en vais me chercher un café dans un dépanneur. J'ouvre la porte, je fais juste tenir la porte au gars. Le gars, moustache, genre, barbe, tout ça, full profil, genre, alpha, genre. Puis il me dit même pas merci. Puis là, ça me frustre tellement. Puis je suis comme, clairement, là, lui. On dirait que là, dans ma tête, c'est tous les gars. Là, comme des ennemis. Mais moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là. Un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. Fait que là, OK. Je sais que ça prend des. Faut ça faire fait mal, hein? Traduction français, québécois, québécois, français. Donc, la première femme
qui parle avec Elisabeth Lemay, la superstar féministe de la 4e vague. On est rendu à peu près ça, la 4e vague. Elle explique qu'elle rentre dans un dépanneur et là, elle ouvre la porte à un homme. L'homme ne dit pas merci et là, elle est en colère. Et elle est tellement en colère qu'en revivant son histoire, elle en perd les mots. Elle a de la misère à expliquer qu'elle est en colère. Et là, Elisabeth Lemay renchérit. Elle dit, là, moi, je suis censée être célibataire. Et là, ça veut dire qu'il faudrait que je rencontre mon pire ennemi, l'homme blanc hétérosexuel. C'est ça, c'est comme ça qu'elle voit le monde. Tu disais tantôt que personne choisit son orientation sexuelle. À quel point j'aurais pas choisi d'être hétéro dans ce monde-là, si j'avais eu l'option. Fait que là, présentement, je peux aller en date avec ces hommes-là. Moi, je me sens pas. Je suis censée aller en date avec ces hommes-là. On dirait qu'elle a 13 ans. On dirait, tu sais, à l'époque, juste avant qu'on veuille danser puis embrasser des filles, juste un petit peu avant ça, c'est un petit peu dégoûtant les relations hommes-femmes quand on est enfant. Ben, on dirait qu'elle vit encore cette période-là. Charles-Alain, ce qui est assez obscène, c'est qu'elles se croient subversives alors qu'elles sont incroyablement normatives et qu'elles sont en fait des agents du pouvoir alors qu'elles pensent contester le pouvoir. Et c'est ça qui est le plus affligeant. Parce qu'en fait, c'est cette idée très arrogante et naïve d'être dans la subversion, alors qu'en fait, elles sont des agents de propagande, voire même des commissaires politiques quand elles ont un peu de pouvoir. On est vraiment passé en fait dans cette massification, je dirais, du canapé du psychanalyste au canapé du bordel. Vous voyez, c'est ça il y a quand même cet effondrement. Parce que dans la psychanalyse, à l'époque de Freud, il y a quand même encore du concept, il y a un peu de raffinement. C'est intéressant, puis aussi c'est un peu nouveau, c'est vrai, de s'intéresser à l'hystérie féminine d'une autre manière. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans le, comment dirais-je, c'est de la merde de masse, quoi. C'est ça qui est tragique. Et puis avec ce côté aussi qui est incroyablement agressif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai dit par ailleurs, je dis... il n'y a pas de guerre des sexes, parce que s'il y avait une guerre des sexes, les hommes l'auraient déjà gagné. Il ne faut pas oublier que le pouvoir de la femme est essentiellement le pouvoir que l'homme lui donne, et que l'homme lui donne non pas par fascination pour la putain, mais par respect pour la mère. Il faut rester quand même dans cette dualité simple. Il y a deux femmes pour l'homme fondamentalement, il y a la maman et la putain. Hein. Quand je dis la putain, c'est la femme qu'on désire sexuellement, avec toute la dimension malsaine de la sexualité qui demande à être encadrée moralement depuis toujours, et puis ce respect total qui fait la force de la femme, et c'est sa seule force, parce que pour le reste, elle est inférieure physiquement, et inférieure, je dirais, en termes d'intelligence pratique. Justement, il y a quand même... regardez les ingénieurs et regardez dans les mathématiques de haut niveau le rapport homme-femme, vous verrez quand même que plus vous montez dans l'abstraction mathématique, où il n'y a pas d'escroquerie langagière, où il n'y a pas de fumisterie de jargon, plus il y a d'hommes et moins il y a de femmes, et tout le monde le sait. Hein. Et c'est quand même ça qui est tragique, c'est qu'en réalité, nous avons des femmes qui provoquent les hommes en pensant être subversives, alors qu'en fait, elles ne sont que des agents de la domination, et sans comprendre en plus qu'elles mettent en danger quelque part la jante féminine dans son ensemble, parce qu'en fait, ce qui fait que l'homme respecte la femme, c'est le respect qu'il a indépassable pour la mère. Et si la femme qui se présente à lui est une négation de la mère, et je dirais même une putain qui ne consomme pas, parce qu'en plus c'est ça, là on est face à des jeunes filles qui ont un comportement de putain qui ne passe jamais à l'acte, c'est-à-dire que c'est pour l'homme la plus grande frustration et la plus grande agression. Hein. Et forcément, je dis, heureusement que la guerre des sexes n'existe pas, parce qu'en réalité, ces femmes représentent pas grand-chose. Elles sont mises en avant pour cacher que les 3/4 des femmes cherchent un conjoint avec qui vivre une relation épanouissante dans le but de faire des enfants et de les élever, etc. Il y a quand même la réalité qui est derrière. Mais ces femmes-là sont des dangers pour les autres femmes, et en fait se prennent pour des héroïnes d'un combat alors qu'elles sont des agents de propagande et je dirais même des commissaires politiques. Et heureusement qu'il y a, je dirais, la différence des sexes, c'est-à-dire la nature, qui fait que malgré tout, on ne peut pas effacer la mère, puisque pour l'instant elle n'a pas été remplacée. Hein. Heureusement qu'il y a encore cette permanence de la mère silencieuse, mais de la mère totémique, pour que ça ne dégénère pas plus, parce que sinon on pourrait arriver
à l'extrémité du phénomène incel, c'est-à-dire des hommes qui effectivement disent donc vous voulez la guerre des sexes, on va la faire. Et je dis si la guerre des sexes avait lieu, les femmes la perdraient en moins d'une semaine. Il faut simplement vous jouez le jeu, hein, vous mettez dans une pièce fermée 10 hommes et 10 femmes et vous déclenchez une bagarre sexuelle. Vous allez voir comment ça termine dans les 5 minutes. C'est vite vu. Arnaud, je voulais vous Yann, juste 2 secondes. J'interviendrai pas souvent, mais quand je vous dis que Alain Soral au Québec est vraiment, on en a de besoin. Oui. Ce que tu as préparé avec Elisabeth Lemay, c'est avant l'émission, je t'en avais parlé. Je connaissais pas son nom, mais je l'avais entendu parler beaucoup là, dans les réseaux sociaux. Puis, c'est là que l'intervention d'Alain Soral est essentielle au Québec, parce que là, il vient de me donner toutes sortes d'éléments c'est un fait de société avec juste une petite discussion de sofa de bordel, de futon de bordel, parce que moi, c'est ça que je voulais poser comme question. J'aime ça poser des questions à travers les générations. Donc, Arnaud, Carl, vous avez une fille de 15-20 ans. Et là, elle s'époumonne sur les réseaux sociaux comme si elle faisait la psychanalyse en direct sur Internet. Puis elle dit des affaires comme ça. Elle dit des affaires comme... C'est mon hot take de la journée. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain. J'écoute un film de Julia Roberts. Je me fais un facial. J'écris des chroniques. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils se radicalisent en ligne. Ils deviennent fascistes. Ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux. Ils fabriquent des deepfakes. Ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières inimaginables pour nous agresser. Évidemment, j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! » Ouais, si vous dire ça, quand c'est le problème, pour être honnête. Les hommes sont seuls, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que quand des entreprises tentent de capitaliser sur leur solitude en fabriquant, par exemple, des poupées de taille humaine, des robots sexuels, il y a une chose intéressante qui se produit. Les poupées à la fin de la technologie ont été créées pour être le plus réaliste possible. Donc, ils peuvent avoir une personnalité, avoir des émotions, discuter de façon très réaliste. Et le problème, c'est que les utilisateurs masculins préfèrent quand leur poupée ne parle pas et décident la plupart du temps de les éteindre. Donc, en plus de dire n'importe quoi, de parler de sa vie privée, elle se rend pas compte qu'elle se ridiculise elle-même avec sa chronique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a parlé de 2 choses, de fascisme et de capitalisme. Et on voit bien qu'elle est incapable de comprendre ce que c'est que le fascisme, qui est quand même un phénomène politique daté, historique, qui demande à être analysé avec des déterminations sérieuses. Et pour elle, le fascisme et le capitalisme, on est toujours dans le pipi-caca, quoi, je veux dire, hein, ou pas loin. C'est-à-dire que c'est l'incapacité, là qu'elle vient d'exprimer avec arrogance, l'incapacité de comprendre le politique en son essence. Et c'est pour ça qu'elles sont promues par les médias. Oui. Parce que d'un seul coup, on a le fascisme et le capitalisme liés à la poupée gonflable ou je sais pas trop quoi. Imaginez bien la poupée gonflable que les hommes osent mettre à off au niveau de la voix parce qu'elles sont trop fatigantes. Donc, Arnaud, Carl, vous avez une fille de 15-20 ans. Et là, elle dit des affaires de même en direct à Radio-Canada, la télé publique, subventionnée. Là, j'imagine que vous allez être un petit peu déçus. Vous allez l'appeler. Hey, Elisabeth, je t'aime bien. Là. Qu'est-ce que vous lui dites? Arnaud. Bien, moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que si encore c'était quelque chose cantonné à ce qu'on peut voir là dans des genres de podcasts, où bon, il n'y a pas de gros enjeux quand même, malgré ce qu'on peut penser de la généralisation du phénomène. Moi, ce que je vois surtout, c'est que il y a à peu près une vingtaine d'années, on nous a dit que si les femmes étaient au pouvoir, vous verriez ce que vous verriez, elles auraient une approche beaucoup plus maternelle, beaucoup plus posée, beaucoup plus modérée des choses au niveau de la géopolitique, au niveau de la recherche des moyens pacifiques de résoudre des disputes entre États de manière diplomatique. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Avec des femmes comme Samantha Powers, comme Condoleezza Rice, comme Susan Rice, comme, que sais-je encore, Victoria Nuland. Voilà. Van der Leyen.
Van der Leyen, qui encore aujourd'hui était interrogée sur X et qui disait qu'en fait, eu égard à la possibilité pour elle de prendre sa retraite, elle disait qu'elle était extrêmement compétente dans son travail et que la seule personne qu'elle voyait plus ou moins capable de la remplacer, je cite, c'est Volodymyr Zelensky. De là où on en est. Et je pense qu'elle a dû dire ça sans sourciller, hein. Mais vous avez aussi la Kaja Kallas, hein, qui est complètement, enfin, faut le voir pour le croire. Et en Occident, dans le monde russe, on n'a pas trop ça. Les choses sont encore à l'endroit. Dans le monde sino-chinois, pareil. Mais en Occident, c'est cette féminisation de tous les postes de pouvoir, et ça a commencé avec la virago Albright, hein, déjà à l'époque, qui était une disciple de Kissinger. Ces femmes sont extrêmement dangereuses, vindicatives, dénuées de toute empathie, pour le coup, et très souvent... Qui a liquidé l'ancien prolétariat anglais de manière hyper violente dans les années 80 en Angleterre? Margaret Thatcher. On a fait appel à une femme qu'on a flattée, qu'on a fait passer pour progressiste. Ça aussi, cette idée que de passer du masculin au féminin serait progressiste en soi. Or, le progressisme exige d'être défini. Et en fait, le progressisme en politique a des déterminants assez précis. En général, c'est un meilleur partage du travail et des richesses, c'est des critères qui progressent au niveau de la baisse de la mortalité infantile, hausse de l'espérance de vie. Enfin, c'est ça le progressisme. Or là, le progressisme, c'est de mettre plus de dindes dans les médias. Et en plus, ce qui est incroyable quand je vois les deux dindes là, qui discutaient, ou celle-là que je connais pas, c'est qu'on nous en sert une tous les 5 ans depuis les années 80. Oui. Il y a absolument rien de nouveau. Mais le problème, c'est qu'on les oublie très vite. Oui. Et aussi, il y a un problème de mémoire, on va dire, de mémoire profonde chez la femme, on dirait, enfin, une certaine mémoire, la mémoire affective, j'ai pas de doute, c'est qu'en fait, ces jeunes filles-là, il y a un turnover, en fait, c'est une jeune fille de 20 ans qui découvre une fille de 20 ans et qui se dit « Ah, c'est génial ce qu'elle dit !» Mais celle de 30 ans, quand elle avait 20 ans, avait subi une autre qui, effectivement, a 30 ans. Et moi, je me rappelle très bien que, si je parle de mon épopée à moi, Virginie Despentes, comme par hasard, au début des années 80, m'a écrit une lettre d'amour. Je l'ai gardée. Hein. Elle a commencé par moi, avec des ronds sur les i. Vous savez que les gamines qui sont dans la période de pubertaire, où elles mettent des ronds sur les i parce qu'elles rêvent de se les faire remplir. Tu sais, il y a vraiment une analyse de l'écriture. Et en fait, comme par hasard, la Virginie Despentes aujourd'hui qui joue l'élitisme féministe littéraire de gauche, un peu avant-gardiste, qui d'ailleurs est en train de faire la guerre à Bolloré parce qu'il aurait osé racheter, virer Nora de Grasset. Je ne sais pas si vous voyez où on en est. C'est Grasset, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est la dictature littéraire, Bernard-Henri Lévy. Donc on voit bien l'idiote de service, la collabo de service. Et cette fille-là, elle a commencé, je vous dis, au milieu des années 80, elle m'écrivait des lettres d'amour, enfin une en tout cas, et on s'est rencontrés d'ailleurs physiquement. Et je rappelle que son livre à l'époque, parce qu'elle c'est pareil, il n'y a aucun sérieux. Le livre qu'il avait mis en avant à la fin des années 90, c'était Baise-moi. Je vous garantis que personne, on lui sort les frères Kouachi là en ce moment. Bon, ça c'est très français comme histoire, parce qu'elle avait fait l'apologie des frères Kouachi pour faire la maline, oui. Quoi. Je veux dire, à la NAB. C'est le gros scandale de l'affaire Grasset présentement. Mais le vrai scandale, c'est de lui rappeler qu'à l'époque, pour se faire connaître, elle avait sorti un roman qui s'appelait Baise-moi, qui est normalement qui devrait être attaqué par les féministes MeToo et les féministes Balance ton porc. Mais vous voyez très bien que cette malhonnêteté féministe, c'est de ne pas s'attaquer entre elles. C'est de ne pas s'attaquer entre elles. Et d'ailleurs, les seules qui se font attaquer en ce moment. La seule qui se fait attaquer violemment en ce moment, c'est une fille que je connais qui s'appelle Moutot, qui parle de fémélisme, c'est-à-dire qui combat un certain mensonge du féminisme, notamment avec la dérive LGBT, etc., en disant que c'est une atteinte portée aux femmes, et elle a commencé à produire un discours critique en disant « on se fait avoir dans cette histoire ». Et elle est persécutée par les autres féministes, et je vous dis, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que cette espèce d'épopée féministe a produit quand même des contradictions internes suffisamment incontournables pour qu'il y ait aujourd'hui des féministes fémélistes qui montrent du doigt les contradictions, les mensonges et même la malhonnêteté pour certaines du féminisme, on va dire, historique, du féminisme institutionnel, parce que ça n'a plus rien d'avant-gardiste. Et ça commence à devenir intéressant, mais comme je suis sûr que vous n'avez pas trop entendu parler de mademoiselle Moutot,
qui s'est Il y pris a des aussi, procès. dans le monde anglo-saxon, depuis 2-3 ans, c'est Ellen Andrews. Gardez ça en tête. Ellen Andrews, think tank conservatrice aux États-Unis, elle a pondu des études sur la wokisation. On se rend compte que ce qu'on appelle le wokisme, c'est la féminisation des lieux de pouvoir. Donc, elle a sorti des données de féminisation du droit américain, des universités, des grands médias. Ça s'est fait autour de 2015. On a dépassé 50% de femmes dans tous ces lieux de travail-là, ces lieux de pouvoir. Et c'est là qu'on a commencé à avoir le wokisme. En 2018, MeToo, c'est juste 3 ans après qu'on ait une majorité de femmes dans ces lieux de pouvoir-là. Quelle coïncidence! Et on voit ce pipeline-là. La même trajectoire que Virginie Despentes. Au début, elles veulent se faire remplir. Et quand elles ont été abandonnées, délaissées par le mâle alpha, elles deviennent anti-masculinistes, féministes, qu'on va dire un peu soit flippées, soit pétasses. En l'occurrence, notre superstar québécoise, Elisabeth Lemay, qui a sorti un dernier grand chelem cette année. Et là, elle est rendue comme les sorcières dans le temps. À une époque, on a eu les chiennes de garde, on a eu ni pute ni soumise. Les communicants de la domination politique nous ont sorti plusieurs séries, c'est un peu comme vous savez, comment ça s'appelle là, les groupes de chanteuses là, je sais pas comment. C'est comme les boys band ou les girls band, comme les Spice Girls. C'est un peu ça. Les Space Girls, voilà, c'est un peu. Et en fait, on joue sur l'oubli. Et le fait qu'en fait, ça s'adresse à des jeunes, et le principe du jeune, c'est qu'il n'a pas de profondeur historique. Et puis surtout, n'oubliez pas que tous les jeunes vieillissent. C'est-à-dire que c'est pas une vraie catégorie sociale. Avec un jeune, il suffit d'attendre, et il devient vieux. Et il est remplacé par un autre jeune qui a la même absence de profondeur historique, ce qui fait que la catégorie la plus facile à dominer, c'est le jeune. Alors quand vous additionnez le jeune et la femme, et qu'en plus elle est protégée de la violence des rapports de production, ça donne ce que j'avais produit dans mon livre, l'inconscience maximale de la jeune fille bourgeoise de gauche. Et c'est pour ça que c'est à elle qu'on délègue le commentaire journalistique, parce que c'est celle qui est de son point de vue la plus inapte à comprendre quoi que ce soit. Donc on donne la parole à celle qui, structurellement, a le moins compris et ne peut pas comprendre, parce que c'est même pas qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle ne peut pas comprendre à cause de ses déterminations. Jeune fille, trop jeune pour comprendre parce que manque d'épaisseur historique et de parcours social. Donc jeune. Fille, parce qu'effectivement, dissymétrie de l'Oedipe, tendance au psychologisme. Bourgeoise, évidemment, bourgeoise protégée de la violence sociale par le papa et la maman, donc n'identifiant pas les rapports de production et l'exploitation de classe, et de gauche, parce qu'effectivement, c'est ce que je répondais aux féministes qui s'appellent Némésis en ce moment, et qui d'ailleurs tapinent pour les sionistes, c'est tout, quand on comprend, ça s'articule tout très bien. Elles prétendent être des féministes de droite. Je leur ai répondu, j'aurais dit, une féministe de droite, c'est une femme au foyer et une mère de famille. Donc fermez votre gueule et allez faire des gosses. Il n'y a pas de féminisme de droite par définition. Tu vois. On en a parlé avec Carl. Carl, tu voulais réagir? Ah, t'es muté. Le micro. Oui, excusez. Ouais, c'est Arnaud Develay que je voulais entendre aussi. Il voulait réagir sur, entre autres, la féminisation du droit. Oui. Toi qui es dans le domaine, Arnaud, parle-nous un peu de ce phénomène-là que je trouve très intéressant, oui. Le problème, c'est que c'est plus du droit, c'est de la morale, c'est de la moraline, en fait. Et c'est en cela que la féminisation dans le fait politique, surtout au niveau international, rend tout rapport, toute approche cohérente, objective et fondée sur le bon sens des plus difficiles, puisqu'on est dans une forme de croisade, en fait. Ça devient une forme de croisade. Comme dit Alain, c'est le gauchisme inhérent à la féminisation et à l'éruption, si je puis dire, de cette espèce de non-sens, de d'hystérisation du débat public, fait qu'on n'est plus dans des paradigmes où on peut s'asseoir et avoir tous à peu près la même approche empirique des choses. Au contraire, ce sont des espèces d'envolées lyriques qui finissent par complètement rendre plus que normal, compliquer une situation qui, au départ, n'a pas vocation à l'être. Mais j'ajouterais juste une chose, c'est qu'effectivement, que ce soit le jeune
qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de perspective historique sur les choses, ou la jeune femme de bonne famille qui a du temps sur les mains, ce sont effectivement les segments de marché qui sont en général promus et travaillés au corps par les ingénieurs des révolutions de couleurs, hein, rappelons-le, pour mieux mettre, on va dire, du rouge à lèvres sur le fait que vous avez, si on prend l'exemple du Maïdan, par exemple, vous avez des groupuscules extrêmement bien informés qui, eux, font le boulot en douce, qui zigouillent, qui provoquent la police, qui créent une forme d'outrage au sein de la foule. Mais pendant des semaines auparavant, ce sont les deux segments de marché qui sont les plus mal axés, si je puis dire, par les réseaux sociaux, par les médias aux ordres. C'est la femme et c'est le jeune. Et donc, oui. Puis, tu parlais des lieux de pouvoir, Yann, qui étaient investis par les féministes. Puis, moi, je veux entendre, M. Soral, aussi, le milieu scolaire. Si le milieu scolaire n'était pas aussi féminisé, nos enfants seraient peut-être moins de gauche. L'éducation publique, les maîtresses d'école. Parce que ça, je t'ai on est arrivé aujourd'hui à un tel point que le comportement du petit garçon naturel est considéré comme déviant et pathologique parce qu'en fait, il est turbulent. En fait, c'est ce qu'on appelle l'enfant turbulent. Et en fait, le modèle aujourd'hui, c'est le modèle de la petite fille dans la cour de récréation parce qu'elle est moins turbulente. Et au lieu de dire, c'est une différence masculin-féminin qui exigerait d'ailleurs normalement qu'on sépare les garçons et les filles au niveau scolaire parce qu'ils ont un développement qui n'est pas au même rythme. D'ailleurs, c'est simple. Au niveau de la petite classe, les filles sont plus précoces, donc elles ont un avantage en général. Il n'y a pas l'âge selon le sexe n'est pas le même. Les filles sont plus précoces et meilleures élèves dans les petites classes, et plus on monte dans les grandes classes, plus ça s'inverse. Normalement, si on respectait et qu'on respectait l'enfant, on ne mettrait pas des écoles, des classes unisexes. En réalité, c'est une question d'économie parce que ça fait un bâtiment au lieu de deux. Mais en général, ça fait baisser le niveau parce que dans les petites classes, on va dire dans le primaire, les garçons freinent les filles et après dans le secondaire, c'est les filles qui freinent les garçons. Ce qui veut dire que je pense que si on veut refaire de l'excellence au niveau de la formation des futures élites par la qualité scolaire, on aurait plutôt intérêt, d'un point de vue révolutionnaire, à refaire des écoles de filles et des écoles de garçons. Hein. L'âge n'est pas le même. On voit très bien qu'une fille de 14 ans est beaucoup plus mature qu'un garçon de 14 ans, mais par contre, sa maturité est plus précoce, mais se stabilise beaucoup plus tôt. En fait, c'est ce que je disais quand j'étais un peu critique par rapport à ma sœur, c'est qu'à 14 ans, elle avait déjà tout compris, et que moi, il m'a fallu quand même beaucoup plus de temps. Mais elle avait tout compris, qu'en écartant les cuisses, on pouvait, c'était un accélérateur social, alors que, à moins d'être homosexuel, ça ne marche pas de l'autre côté. L'homme est obligé quand même de faire des efforts. Hein. C'est quand même, il y a une grande injustice d'ailleurs de ce point de vue. Sur le plan mondain, il y a une grande injustice. Hein. Mais ça, c'est l'injustice qui est cachée. Une jeune fille a un accélérateur, une jeune fille baisable et qui n'a pas froid aux yeux et bénéficie d'un accélérateur social par rapport à la société telle qu'elle est faite, qui n'est pas du tout le cas chez un garçon qui, au contraire, je le disais d'ailleurs, quand tu as 18 ans et que tu invites une fille pour la draguer au restaurant, tu dois payer les 2 repas. Elle paye pas. Parce que ça n'a pas changé en plus. Hein. C'est assez drôle de le faire remarquer. C'est que tu peux inviter une jeune fille assez féministe au restaurant. Elle va te casser les couilles pendant tout le repas à parler. Puis au moment de l'addition, elle va tourner la tête ou elle va aller aux toilettes. Hein. Elle va pas se battre pour partager l'addition. c'est tout ça. Et après, le sujet qu'on abordera après, qui est le plus dramatique pour moi aujourd'hui, et qui est totalement contradictoire à ce que prétendent les féministes, c'est la notion de consentement sous emprise. C'est que non seulement les femmes jouent, enfin les féministes, moi les femmes n'ont rien à voir avec tout ça d'une certaine manière. Hein. On leur a rien demandé aux femmes du quotidien, je dirais. C'est un peu comme les juifs du quotidien par rapport aux sionistes, vous voyez. En fait, les féministes sont ultra minoritaires, mises en avant, et les 3/4 des femmes ne se reconnaissent pas spécialement en elles. Et même si elles sont un peu séduites au moment de l'adolescence par ces grandes gueules féministes, en général, vers 35 ans, elles ont refait tout le chemin pour les ramener dans une certaine normalité, parce que leur vision féministe leur a coûté très cher sur le plan de la réussite familiale, de l'épanouissement amoureux, etc. C'est quand même les premières victimes du féminisme, quand on regarde bien finalement, c'est plutôt les femmes. Hein, parce qu'elles ont cru à des conneries, et elles disent à bout d'un moment, je me suis fait avoir, mais j'ai compris, mais c'est trop tard. Parce qu'il faut pas oublier que la durée de fonctionnalité de la femme, que ce soit pour la reproduction ou la séduction, est beaucoup plus courte que l'homme. La femme est la reine du jeu de l'âge de 15 ans à 30 et encore à peine, parce que le turnover s'accélère
avec notamment la mode, etc. C'est-à-dire que, je le dis aussi souvent, le pire ennemi de la femme, elle en a 3, c'est la femme plus riche, la femme plus jeune et la femme plus belle. C'est les 3 ennemis de la femme. Partant de là, c'est la réalité mondaine, hein, tout le reste est du baratin. Et sur la question de l'emprise et du consentement, on a une contradiction incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les femmes prétendent se plaindre des hommes qui auraient abusé d'elles, parce que même si elles étaient consentantes, ce consentement n'a pas de valeur parce qu'elles étaient sous emprise, ce qui veut dire que de faire de l'emprise psychologique un critère de défense pour les femmes est un aveu, si c'est vrai, d'incroyable faiblesse et d'incroyable inintelligence. Ça veut dire qu'elles se font dominer par les hommes, et en fait, on est dans l'image de la femme qui se fait mettre sur le trottoir par un maquereau. Admettre qu'on a été sous emprise, et que c'est aussi si facile que ça d'être sous emprise, ce qui a mené Tariq Ramadan à prendre 18 ans de prison, c'est un aveu d'incroyable bêtise et d'incroyable, comment dirais-je, naïveté de la femme. Normalement, même si nous, on a été victimes, les hommes, d'une salope, comme c'est d'une séductrice et d'une femme fatale, ce qui nous est tous arrivé au moins une fois, notre dignité nous pousse plutôt à garder le silence et à ne pas trop en parler. Parce que sinon, ça veut dire je me suis fait avoir, je suis un nul, j'ai été dominé. Or, aujourd'hui, les féministes se servent de l'emprise et du consentement sous emprise comme d'une arme qui contredit totalement ce qu'elles prétendent être. C'est-à-dire que nous sommes des gourdes, capables de nous faire avoir par n'importe quel mec, et c'est pour ça qu'on s'est fait baiser toute notre vie. Et ça, c'est contradictoire totalement avec une parole féministe. Hein. Oui. C'est un aveu de bêtise et de soumission psychologique qui d'ailleurs a à voir avec des phénomènes profonds, notamment sur le fait que la femme, le plaisir de la femme passe par le plaisir d'être dominée. C'est-à-dire qu'il faut choisir, c'est un texte que j'ai écrit d'ailleurs sur Madonna, il faut choisir entre jouir et dominer chez la femme, alors que chez l'homme, plus il domine, plus il jouit, d'un point de vue, je dirais, social. C'est ce que je disais sur l'hyper-provocation que faisait Madonna qui se masturbait, je dis c'est forcément une femme frigide. Parce que la femme sexuellement épanouie a un parcours social beaucoup moins combatif que l'avait Madonna. Et en fait, ce que Madonna mettait en scène, c'était son hyper-réussite sociale de workeuse. Et en fait, son exhibitionnisme masturbatoire était pour cacher qu'en réalité, elle n'a pas dû jouir beaucoup dans sa vie. Elle a surtout travaillé. Vous voyez, et qu'en fait, il y a quand même une opposition jouissance passive de la femme et travail. Hein, voilà. Et tout ça, en fait, c'est l'incroyable médiocrité intellectuelle et l'incroyable, je dirais, absurdité de cette construction, notamment, qui est sur le chemin du féminisme dans ses contradictions profondes, qui donne à la fois le consentement sous emprise ou le LGBTisme, où à la fin, une femme est persuadée que pour pouvoir être épanouie comme être, elle doit devenir un homme. Parce que je rappelle que c'est ça le LGBTisme. C'est une jeune fille à qui on explique qu'elle ne pourra jamais être un être totalement accompli en restant dans un corps de femme. Et donc pour ça, il faut qu'elle devienne un sous-homme. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de contradictions que ça implique dans la bouche d'une féministe, qui en fait exprime tout le contraire de ce qu'elle croit, enfin de ce qu'elle croit énoncer. C'est un aveu de bêtise qui est quand même vertigineux. Moi, j'appelle ça le consentement quantique, parce que c'est comme les particules élémentaires qui peuvent se modifier à travers le temps. C'est prouvé scientifiquement. Le consentement de ces jeunes filles-là, ingénues, peut devenir modifié 6 mois en retard. On a eu la preuve au Québec avec l'humoriste Fred Dubé, qui a été cancellé pendant la COVID, autour de 2022-2023. Là, il a fait sa première vraie entrevue depuis qu'il a été cancellé. C'est lui qui est rasé sur le bord des tempes ici. Et il a expliqué que la jeune fille ingénue, 6 mois plus tard, lui a dit « Ah, by the way, la relation sexuelle qu'on a eue ensemble, même si je t'avais consenti à la relation sexuelle, en fait, mon consentement n'était pas valide parce que j'étais sous ton emprise. » Oui, et 6 mois plus tard, on peut pas faire quelque chose avec une femme de même. Ça fonctionne pas. Ça peut être 20 ans plus tard. Pas. Spangoura a écrit un livre, justement, c'est elle qui a lancé cette mode qui est rentrée dans la loi pratiquement avec l'affaire Ramadan. Elle, c'est 30 ans après, à la faveur d'une psychanalyse de 30 ans, qu'elle a compris que, alors qu'elle était amoureuse folle et qu'elle menaçait de se suicider si Matzneff la quittait, et ben 30 ans après, l'autre devient un immonde prédateur. Bon, il est par ailleurs pédophile, tourisme sexuel, donc il y a une ambiguïté dans le sujet. Mais en réalité, il a été diabolisé pour sa relation à Spangoura,
qui en fait est très traditionnel. Et on a d'ailleurs occulté derrière que, en fait, là où il méritait la condamnation à la prison, c'est pour de la pédocriminalité touristique avec des enfants. Alors que là, on est sur une histoire qui est très très classique, une fille de 15 ans qui tombe amoureuse d'un homme symboliquement brillant de 45 ans, avec un environnement social et familial qui favorise la relation, qui se passe à l'époque, en plus des années 70, de la libération sexuelle. Et aujourd'hui, le type est lynché comme un criminel parce que la fille écrit un livre, qui d'ailleurs fait un best-seller, elle est dans l'édition, en disant finalement, c'était un ignoble prédateur qui a abusé de moi parce que j'étais sous emprise. Donc ça veut dire que cette jeune femme de 15 ans n'avait aucune autonomie de conscience et aurait dû être sous... ça légitime l'idée de tutelle parentale et de tutelle masculine. Totalement. C'est-à-dire que normalement, elle n'a pas le niveau de conscience pour pouvoir être un être indépendant et prendre ses décisions par elle-même. Donc en fait, cette idée de consentement sous emprise devrait valider l'autorité parentale et l'autorité du père d'un point de vue légal jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire qu'on est dans des... en prétendant être dans le progressisme radical, elle valide en fait le patriarcat méditerranéen de type même islamiste, puisqu'on comprend à ce moment-là, ça veut dire effectivement ton père choisit ton mari et tu fermes ta gueule jusqu'à 25 ans parce que de toute façon, tu n'as pas les moyens de l'autonomie et de la conscience. C'est ça que veut dire le consentement sous emprise de Spangura. Donc on est dans des contradictions incroyables parce que ça se présente comme du féminisme émancipateur progressiste alors que ça valide totalement le patriarcat méditerranéen le plus dur. Et là, une autre contradiction qui se rajoute à la contradiction de la contradiction, c'est... Ah bah oui, on est dans le... C'est la fractale de contradiction. Bah, quand on a du sens logique, puisque sans logique, il n'y a pas de pensée, c'est mon cas, on hésite entre l'éclat de rire et les pleurs. Et c'est mieux rire, Jean. C'est mieux rire. L'époque d'effondrement de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas d'intelligence sans compréhension de la causalité et sans compréhension de la logique. Or là, ce féminisme extrême est une destruction de la logique et de l'intelligence. Et la question, c'est au service de qui ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence pour la masse ? Parce que pour elle-même, on pourrait s'en foutre. Mais ça produit un effet très très délétère. Et moi qui ai quitté récemment la Suisse, je peux vous dire que les rapports hommes-femmes en Suisse sont la conséquence quand même de tout ça. Il est très difficile aujourd'hui. Et n'oublions pas que quand on ne peut plus rencontrer une femme par les voies traditionnelles, qu'est-ce qui reste ? Le rapport marchand, la prostitution. Comme par hasard, derrière, ça valide la marchandisation de l'amour. Puisque si tout ça, c'est de l'emprise, du consentement, avec rétroactif, etc., le seul rapport dont on soit sûr, c'est celui qu'a Rocco Siffredi avec ses partenaires. C'est-à-dire des rapports économiques tarifés avec contrat. On ne reproche jamais rien à Rocco Siffredi, alors qu'il défonce des anus de gamines avec une bite de 24 cm. Lui n'a jamais aucun problème. Hein. Mais parce qu'effectivement, toute cette destruction de l'amour traditionnel, je rappelle, qui échappait au monde marchand et au monde du contrat, puisque le monde marchand, c'est le monde contractuel, en fait, pousse à ces relations strictement contractuelles. Si aux États-Unis, vous ne voulez pas avoir de problème avec une femme dans une relation, on va dire, de séduction, ce qu'on appelle l'univers du peut-être, vous devez passer par ce qu'on appelle les dettes, c'est-à-dire un protocole validé par la loi. Première rencontre, deuxième rencontre, avec ce que vous avez le droit de faire à la première, à la deuxième, à la troisième, et à la quatrième, vous allez peut-être passer à l'acte. Mais donc, ça veut dire que tout ça, en dernière instance, détruit la relation naturelle homme-femme pour mettre à la place quoi ? La relation marchande obligatoire et stricte. Et c'est ce qui fait tout ce paradoxe que finalement, le domaine qui est le moins attaqué par ce féminisme, c'est le domaine de la pornographie. Et voilà. Où on voit quand même systématiquement des femmes humiliées par des hommes avec des grandes bites qui se prennent 4 bites dans le cul. Et là, d'un seul coup, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ? Parce que on est dans le monde du commerce. On est dans le monde contractuel et marchand. Et ça, c'est l'ultime analyse qu'il faut faire. Cette destruction de l'amour naturel, en fait, oblige à la marchandisation des relations hommes-femmes. Et c'est peut-être ça le sens ultime, c'est que ce qui agace le monde du capital, qui est en extension permanente, et qui veut tout réduire en marchandise, c'est que traditionnellement, l'amour échappe à la marchandise. Hein, c'est pas strictement une question d'argent, même si les rapports de classe jouent évidemment. Et en fait, si vous voulez pas d'ennui aujourd'hui, moi je le vois quand je regarde l'évolution de la Suisse, eh ben, il faut recourir systématiquement à la prostitution. Oui. Sinon, vous êtes toujours dans le risque d'une espèce de demi-féministe ou en voie de féminisation qui va
vous reprochez une relation qu'elle avait consentie parce que effectivement, elle vient d'identifier en lisant 2-3 livres de connasses ou en rentrant en psychothérapie qu'en fait, son oui était un non qui s'ignorait parce qu'elle était sous emprise. Voilà. Quantiquement. Et ça, c'est une attaque à deux fronts. Donc, on détruit cette notion de relation homme-femme avec l'endroit du peut-être. L'endroit du peut-être. Et l'endroit du peut-être, c'est l'endroit où tout se joue au niveau du raffinement. Exactement. C'est là qu'on est titillé. C'est le peut-être qui nous titille sexuellement. C'est l'amour courtois, c'est Marivaux, c'est là où tout se joue. Hein, oui. Et ça est interdit et aujourd'hui est détruit par la brutalité d'un côté de la bêtise féministe pathologique et manipulée, et de l'autre côté par l'irruption de la marchandise au sens strict. C'est-à-dire, il faut contrat payé. Sinon, problème. Et en plus de danger. Ça, on cible, on fait des chasses aux sorcières qui s'en vont jusqu'à dire que tout ce qui est chrétien nationaliste est devenu extrémiste terroriste. On s'en va chercher ce discours haineux jusque dans toutes les religions, jusque dans le jeu vidéo. Non, mais surtout, on arrive à la fin à des femmes qui disent « Je ne rencontre plus d'hommes, je suis seule avec mon chat, je souffre terriblement. » Et parce que, in fine, quand même, bon, les hommes sont victimes, on le sait, de l'hypergamie féminine, mais in fine, les femmes en sont, avec un léger décalage, en sont victimes aussi. Et on a finalement que des gens qui déplorent qu'il n'y ait plus de possibilité de se rencontrer entre hommes et femmes de manière, on va dire, traditionnelle, charmante, avec toujours ces marges, effectivement, qui existent, qui sont consubstantielles à la séduction, c'est-à-dire le danger de l'abus, le danger de l'incompréhension. Mais aujourd'hui, les mêmes qui se plaignent en fait de la solitude chez les femmes, je veux dire, ne comprennent pas que c'est lié à cette bêtise, violence, absurdité féministe. Et bon, en général, quand on regarde les commentaires, il y a pas mal de femmes qui disent « Je suis d'accord, effectivement, les féministes m'emmerdent, je leur ai rien demandé, etc., etc. » Mais la question, c'est pourquoi donne-t-on la parole à ces filles qu'on a vues tout à l'heure et très peu aux femmes qui disent « Nous aimons les hommes, rendez-les-nous, laissez-les s'exprimer. » C'est très agréable de se faire draguer quand c'est fait avec courtoisie, parce qu'il ne faut pas oublier que la frustration féministe conduit à l'agressivité. Hein, la fille dont le message permanent, corporel et même verbal est « je suis trop belle pour toi » est quand même la complémentaire du violeur, je le rappelle. Hein, cette accumulation de frustration et d'humiliation chez un homme qui est quand même déterminé par une sexualité assez primaire, hein, c'est-à-dire que qui bande n'a pas de conscience, parce que là aussi il y a une castration féministe incroyable. Quand à la fois les femmes exhibent leur corps et s'habillent aujourd'hui comme les femmes qui faisaient le trottoir dans les années 60, hein, avec des bottes noires jusque-là, une mini-jupe, du latex, et le type effectivement qui est tenté, c'est l'appelle la tentation, et qui est tenté parce que son corps le pousse à la reproduction, la fille lui envoie un message de castration hyper violent, genre calme-toi, je suis trop belle pour toi, tu n'es qu'une brute et un animal. C'est-à-dire qu'il y a comment dirais-je, une perversité incroyable dans le fait de provoquer sexuellement un homme en sachant très bien qu'il y a une dimension d'animalité chez lui, et en même temps derrière en le castrant, en le frustrant, en l'humiliant et en l'insultant. Ce qui peut conduire effectivement à la violence. Hein. Il ne faut pas s'étonner quand même qu'il y ait une dégradation des relations garçon-fille dans la jeunesse avec tout ça. Et malheureusement, il faudrait reprendre tout le chantier de A à Z pour essayer de recréer quelque chose qui était quand même qui fonctionnait assez bien jusque dans les années 60. Hein. Il suffit de regarder les films de la Nouvelle Vague, le cinéma, la rencontre des jeunes garçons et des jeunes femmes se passait plutôt bien dans les années 60 encore. Hein. Les soirées dansantes, j'en ai fait. Le slow, le jerk et le slow. Oui. Hein. Donc, ça, c'était le bon temps. C'était la dernière âge d'or qu'on a eu, selon moi, les années 90. Et donc, Arnaud Develay, on a un mouvement double où on nous vend le mode de vie OnlyFans, la prostitution soft ou hardcore. En plus de ça, on fait des chasses aux sorcières aux chrétiens nationalistes jusque dans le jeu vidéo. Mais on nous dit que c'est les hommes qui se radicalisent et c'est pour ça qu'on nous chasse. Quand, en fait, quand on regarde les sondages, ce sont les jeunes femmes qui se radicalisent depuis 10 ans. Ça se creuse d'année en année.
Les hommes, ça reste stable. Les femmes deviennent de plus en plus extrême gauche. On a énormément de sondages au Québec qui le prouvent. On le voit notamment au niveau de la souveraineté du Québec. Et là, on revient vers le livre d'Alain Soral, vers la féminisation. À un certain moment, vous dites très clairement cette incapacité à rentrer, à faire des jugements moraux, cette tendance vers le conformisme et le statu quo politique, ça prouve que les femmes ne peuvent pas appuyer la souveraineté du Québec. On le voit ici, 65% contre, c'est 10% de plus que les hommes. Et c'est la même chose au niveau des idées libertariennes conservatrices. Il y a toujours un gros fossé. C'est une marge qui va de 10 à 30% de plus chez les hommes, qu'on est prêt à avoir un désir de conquête, un désir de réforme, de remplacer cet ordre établi par quelque chose d'autre, de créateur. Donc, je voulais t'entendre, Arnaud. Oui, c'est intéressant. C'est comme on a plus ou moins évoqué le sujet, c'est hypergamie, un terme qu'on entend beaucoup de nos jours, qui résulte en fait d'un essor. Enfin, la cage a été ouverte entre guillemets, la cage conceptuelle, hein. Et comme le foyer n'existe plus et que on a flatté certains éléments dans ce féminisme exacerbé de telle sorte qu'aujourd'hui, et ça rejoint ce que disait Alain avec la contractualisation des rapports, c'est-à-dire que l'hypergamie rencontre le commerce et ça donne Bonnie Blue. Voilà, Bonnie Blue qui un jour, pour échapper au travail, fait venir 1000 mecs et elle met ça sur son OnlyFans et elle se ramasse 2 millions de dollars en quelques jours. Voilà. Et alors, effectivement, après, elle se promène dans des pays où on lui dit t'es pas la bienvenue, et là, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi on lui dit ça. Et ça crée à la longue. Alors, si encore ça avait une valeur éducatrice, pédagogique, mais en fait, on s'aperçoit que le monde d'OnlyFans, et rappelez-vous là, le créateur, fondateur d'OnlyFans, qui est mort récemment d'un cancer foudroyant, qui était un grand donateur justement de l'armée de Tsahal, lui, il s'est pas embarrassé de préserver la santé morale et la santé tout court d'ailleurs de ses clients, hein. Il a flatté cet exhibitionnisme, cette destruction des corps. Et je pense qu'on est encore qu'au début d'une épidémie, encore une fois, ça va avoir des conséquences psychologiques, mais aussi à long terme, ça va déstructurer toute une génération de jeunes femmes, parce que en même temps, en toile de fond, on a la robotisation maintenant qui arrive, AI, et on a tellement mis l'accent sur les sciences molles, que la seule chose que les femmes savent faire aujourd'hui, presque, parce que le secrétariat devient lui-même obsolète, c'est d'avoir son compte OnlyFans et d'amener la honte sur sa famille et sur ses proches. C'est malheureusement un peu le constat. On est toujours dans la dualité maman et putain, hein. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la maman, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rencontrer un homme pour faire des enfants et que l'épanouissement de la femme passe par la maternité et le maternage, ce qui est nié par les féministes qui considèrent ça comme une aliénation, c'est qu'en fait derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la séductrice, il y a celle qui joue de ses charmes, échappée au travail par le sexe. Donc on voit très bien que quand on s'éloigne de la maman, on se rapproche tendanciellement de la putain. C'est quand même malheureusement les deux extrêmes, c'est assez simple. Et je vous le dis, le problème de la putain, c'est que, elle est méprisée par les hommes, elle est consommée quand même et usée par la consommation, et elle a une durée de vie très courte, par définition. Le plus grand prestige de la femme, c'est la mama méditerranéenne, c'est-à-dire celle qui règne sur toute une famille, parce que c'est le respect de la mère. Il n'y a pas plus prestigieux au monde, dans le terme de ce qu'on appelle le pouvoir symbolique et le pouvoir réel, que la mama méditerranéenne. Elle est habillée en noir, elle est discrète, mais c'est elle qui règne sur le foyer, et elle a le respect absolu de ses fils, de son mari, et d'ailleurs, par ce prestige
qui est d'ailleurs une protection des fils et du mari, personne ne se permettrait de lui manquer de respect. Comparer ça à la putain, l'aventurière séductrice qui effectivement a pu abuser les hommes, a pu profiter, peut-être toucher une rente en se faisant faire un gosse par quelqu'un de haut placé, parce qu'on voit qu'en général, la putain, son truc, pour sortir de cette fragilité de la putain, c'est se faire un gosse pour toucher la pension. Parce qu'en plus, c'est sociologiquement très très basique. Hein. Je peux vous citer des noms dans tous les sens. Et d'ailleurs, la putain intelligente, c'est qu'elle a une durée de vie très courte et qu'il va falloir qu'elle arrive à choper le mec à pognon suffisamment fragile ou gentil pour se faire un ou deux gosses pour après vivre sur le dos du gosse. C'est qui est pas très bon non plus pour l'épanouissement de l'enfant qui en réalité sert de rente à la mère. Hein. On n'est pas dans un rapport d'amour très sain, mais malheureusement tout ça c'est l'histoire de la mondanité d'une certaine manière. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde du cinéma, ce qui se passe dans le monde où il y a de l'argent, ce qui se passe dans le monde de la jet set, échange beauté physique contre statut social, avec l'enfant otage, etc. Enfin, tout ça est très moche d'une certaine manière. Et malheureusement, pour pas sortir du sujet, la femme fatale, séductrice, qui a été prise par le miroir aux alouettes du féminisme, je dis, ça peut être très agréable pour elle de 15 à on va dire à 30 ans, mais c'est très éphémère et très destructeur, parce qu'il y a aussi là aussi où il n'y a pas d'égalité homme-femme et qu'il faut arrêter cette indifférenciation homme-femme. Un homme peut avoir baisé 50 femmes dans sa vie, ça ne l'impacte pas psychologiquement, très peu, parce qu'en fait, son sexe, il le porte à l'extérieur de son corps, et comme on dit au football, il joue à l'extérieur, vous voyez. Alors qu'une femme qui s'est pris 50 bites différentes, sur le plan social et sur le plan même psychologique et corporel, c'est pas du tout équivalent. C'est pas du tout équivalent. Hein. Et ça, c'est nié par le féminisme, qui est aussi, je dirais, une espèce d'indifférenciation, un égalitarisme mal placé, en disant, je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas pu me faire baiser par 50 mecs, Soral, ils se vantent d'avoir baisé 700 femmes. Eh ben oui, mais il y a une différence radicale de prestige symbolique et de réalité physique et d'implication psychologique dans le fait de baiser et d'avoir été baisé. D'ailleurs, rien que quand on le dit, se faire baiser, c'est pas pareil que baiser. Voilà. Et tout ça est nié par les féministes, qui sont d'ailleurs dans une espèce d'égalitarisme abstrait, qui d'ailleurs consiste toujours à courir derrière les hommes, hein, parce que toute l'ambiguïté du féminisme, c'est qu'en général, c'est Simone de Beauvoir, ce qu'elle appelle se transcender vers l'être, en réalité, c'est vivre comme un homme. Hein, c'est quand tu enlèves l'abstraction naïve, c'est toujours courir derrière l'homme. Alors quand tu cours derrière, eh ben t'es pas l'égal et t'es pas devant. C'est d'ailleurs ce que disait Colette. J'ai trop d'ambition pour réduire ma vie à l'imitation des hommes. J'ai trop d'ambition pour ça. Et surtout, le chemin de la puissance féminine, quand elle est réellement une puissance spécifiquement féminine, passe par d'autres chemins que le chemin masculin. Et c'est toute l'ambiguïté du féminisme, dont l'ennemi est l'homme, mais c'est à la fois l'ennemi et le modèle à imiter. Donc c'est forcément schizophrénique, hein, puisque radicalement le féminisme c'est ça. C'est que l'homme est celui qu'il faut devenir et en même temps le pire ennemi. Puisqu'effectivement, la femme est une aliénation. Donc, comme il n'y a que deux sexes, si vous estimez que le statut de la femme est une aliénation, il faut donc vous élever vers vous émanciper. Vous émanciper, c'est vous masculiniser. Or, ce masculin vers lequel vous aspirez est aussi l'ennemi, que ce soit le père ou le mari. Et donc, ça donne la dinguerie de l'extrémisme féminin, dont les plus beaux exemples sont d'ailleurs en général des juives américaines des années 70, qui sont totalement dans la pathologie. C'est pathologique. C'est pathologique. Et pour ma grande dernière question que je voulais poser, c'est le point culminant de ce vide politique, de cette vision fantasmatique des femmes et du féminisme. On a eu un projet de loi constitutionnelle au Québec l'année passée qui a été déposé par le parti au pouvoir, la CAQ, et c'est rempli de débilité. On se rend compte que quand la gynocratie est au pouvoir et qu'elle nous gouverne et qu'elle souhaite à amener un projet souverainiste. Ce projet souverainiste se trouve résumé un peu comme une chronique littéraire de bonne femme à un appel à chasser les hommes, encore une fois. Donc, c'est quoi ce projet de constitution? C'est qu'on crée une minorité québécoise qui permet
au niveau juridique de contester la Charte des droits et libertés canadienne pour pouvoir légiférer sur des dossiers en particulier et contourner cette Charte canadienne-là, donc être souverain, pas avoir de recours juridique. Et c'est quoi qu'on va défendre au Québec? Une constitution franc-maçonnique, littéralement. Pro-laïcité, pro-féminisme, pro-avortement, pro-aide médicale à mourir. C'est ça les visions primaires au point de presse et dans cette constitution-là. C'est ça qu'on veut défendre. Quand on parle du féminisme aujourd'hui, la seule chose que le féminisme défend au niveau politique, c'est qu'il ne faut surtout pas remettre en question le droit à l'avortement. Il y a une autre contradiction qu'on n'a pas encore évoquée, puisqu'on a évoqué le jeune, la femme, il faut parler de l'immigré maintenant. C'est que la destruction du mâle blanc et du mâle occidental produit aussi la pompe aspirante de celui qui ne serait pas critiquable parce qu'il serait sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, la féministe, souvent, c'est dans les bandes dessinées de Villemin, c'est très drôle, a une fascination pour le nègre parce que lui, c'est un animal. Sa sexualité est animale, donc elle est excitante et incritiquable. Donc on a à la fois la mise hors circuit de l'homme blanc qui a inventé la courtoisie, qui a inventé le féminisme, hein, d'ailleurs, je le rappelle. Hein, les premiers hommes à manipuler le féminisme comme mouvement politique. Le mouvement féministe qui a été créé en France, c'est dans mon livre, vous verrez, c'est un homme qui l'avait créé. Hein, c'est une arnaque masculine même au départ. Mais c'est qu'en général, vous avez la diabolisation du blanc et, comme par hasard, la fascination pour le noir, par un biais très raciste, parce que il a cette virilité animale, cette pureté animale, etc., etc. Et puis aussi, le fait que l'homme blanc soit disqualifié et qui produit un effondrement de la natalité, nécessite aussi l'importation d'immigrés pour la pyramide des âges, pour la retraite et pour le travail. Donc en plus, c'est ce que j'avais dit quand j'avais été condamné par l'espèce de féministe, la grosse lesbienne qui m'a fait condamner à de la prison ferme en Suisse, je rappelle qu'elle était militante queer et pro-migrant. Alors qu'on sait très bien que ces hommes du Sud, Afrique, etc., sont les plus machistes de tous, puisqu'ils sont dans une vision traditionnelle, et que donc, eux, il n'y a rien qui méprise plus que les féministes. C'est-à-dire que les féministes diabolisent les hommes qui les respectent, c'est-à-dire le blanc qui a inventé la courtoisie et le respect de la femme, et servent de pompe aspirante pour des hommes du Sud qui, eux, sont dans une relation machiste, historique et sociale, avec en plus un mépris de la putain, parce que pour eux, quand ils voient une femme avec une jupe courte et les seins un peu en avant, pour eux, c'est une pute qui demande qu'à être violée, en gros. C'est-à-dire qu'on est dans des dysfonctions qui vont très très loin. Et on avait bien vu d'ailleurs en Allemagne, ce pauvre peuple qui a été détruit par la culpabilité shoatique, des filles qui se faisaient violer par des migrants, mais qui ne voulaient pas porter plainte parce que ça aurait pu favoriser les fascistes, ça aurait pu favoriser l'extrême droite. C'est-à-dire que là, on est quand même dans des aberrations et dans ce qu'on appelle du dysfonctionnel, qui est du dysfonctionnel terminal. Et ce qui est tragique, c'est que quand même ces femmes totalement dysfonctionnelles, on en a quand même un peu besoin pour reproduire l'espèce, parce qu'on n'a pas encore inventé les enfants fabriqués hors du corps des femmes. Ce qui est d'ailleurs un discours féministe extrême. On en avait une en France, une juive argentine, dont le combat féministe était de libérer le corps des femmes de l'enfantement, qui pour elle était pratiquement un complot politique contre les femmes. C'était même plus la nature, c'était nous avons été victimes d'un complot, alors c'est peut-être le complot de Dieu, c'est que nous sommes obligés de faire les enfants. Et son combat, c'était il faut que la science progresse pour que nous puissions faire les enfants hors du corps des femmes, pour qu'enfin la femme soit libérée d'elle-même. C'est pour vous dire jusqu'où ça allait. Oui, c'était d'ailleurs une des maîtresses de... Et d'ailleurs, cette femme qui avait écrit ça, on l'a oublié, on les oublie, hein, toutes ces connes, ça dure 5 ans, était la maîtresse de Strauss-Kahn. Vous savez, le super prédateur Strauss-Kahn. Cherchez, vous verrez, vous trouverez. Une juive argentine féministe extrême, dont le combat était de faire les enfants hors du corps des femmes, et dont on découvrait qu'elle était la maîtresse du prédateur Strauss-Kahn. Hein. C'était deux juifs, d'ailleurs. On a un spécimen comme ça au Québec, elle s'appelle Judith Lucier, elle a été éditrice du journal Métro, et elle nous avait expliqué il y a 11 ans que l'allaitement, c'est un symbole de l'esclavage de la femme. Et c'était pas la seule, parce qu'il y a énormément de recherches qui ont été faites sur ces dossiers-là. Donc, l'Institut de sciences sociales françaises qui explique que l'allaitement est-il compatible avec le féminisme, et l'allaitement maternel, est-ce féministe, ici Terra Femina aussi. C'est des vieilles rengaines qui reviennent tout le temps.
Mais évidemment, des fois, il y a des gens qui répliquent de manière virile, retournez à vos chaudrons. On a eu ça au Québec et Carl voulait qu'on en parle. Des fois, il y a des petites répliques viriles, un peu comme Donald Trump il a fait à Megyn Kelly durant son débat pour le faire élire. Il y a cette féministe Emily Foster qui a démissionné après cette fait dire de retourner à ses chaudrons. On aimerait que ça fonctionne plus parce que, ultimement, après 1h30 à déblatérer autant sur les femmes, il faut qu'on trouve un moyen pour les réparer. Carl, Arnaud, Alain? Ouais, moi, quand j'ai préparé l'émission, j'écoutais des émissions sur le féminisme d'Alain Soral. Puis j'ai dit, je vais avoir une émission très controversée. Puis tu avais préparé des extraits. Non, c'est là que je découvre tout le potentiel du savoir et de l'expérience d'Alain Soral pour démystifier ce genre de sujet-là. Parce qu'il est très difficile de relier le féminisme et l'idée de déconstruire ou d'attaquer nos sociétés en Occident. Puis c'est un peu le titre de l'émission, là, le féminisme comme arme de déstabilisation des sociétés. Puis c'est là-dessus que aujourd'hui on a avancé. Parce que là, j'ai dit comment cette émission-là va se présenter par rapport à toutes les autres émissions qu'Alain Soral a faites sur le féminisme. Puis là, je dois vous dire que mes attentes ont complètement été déjouées parce que je le vois, M. Soral, pourtant, vous êtes banni dans plusieurs endroits. Je sais que de par votre passé de boxeur, vous aimez en donner, puis vous êtes capable d'en recevoir. C'est ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui, parce que vous avez mené des combats qui sont pas tout le temps plus faciles. Vous auriez pu parler de bien d'autres choses que le féminisme, mais vous êtes affairé à démystifier ce genre de sujet-là, tabou, pas facile. Vous avez été, encore une fois, taxé de tous les noms par rapport sur le dragueur. Mais sur là, Puis ce en que fait, parler, c'est juste du bon sens. Les gens qui m'ont beaucoup critiqué sur ce sujet-là, le féminisme, n'ont pratiquement jamais lu mon livre. Mon livre est difficile à lire, hein. C'est un livre qui demande des efforts. Et l'idée, c'était la femme, la féminité, le féminisme. C'est déjà 3 sujets qu'il faut être capable de différencier. Et il faut passer de l'un à l'autre. Si on ne comprend pas ce que c'est que la femme, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la féminité. Si on ne comprend pas ce que c'est que la féminité, on ne peut pas comprendre pourquoi le féminisme. Et l'idée, c'est pas pour ou contre. C'est voilà, essayons de traiter le sujet sérieusement, puisqu'il y a une réalité quand même qui nous dépasse tous, c'est ce qu'on appelle la différence des sexes radicale, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, et qu'en réalité, l'humanité, c'est le couple, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait couple pour que l'humanité existe. Le reste, ça s'appelle ce qu'on appelle en sociologie une Robinsonade. L'homme et la femme n'ont jamais existé séparément. Ce qui existe, premièrement, c'est le couple, c'est-à-dire une complémentarité fonctionnelle qui fait qu'il y a un homme qui est un homme, une femme qui est un homme, et c'est parce qu'ils sont différents mais complémentaires qu'il y a une humanité qui s'appelle qu'ils font des enfants. Sinon, on est dans une abstraction totale, c'est que l'humanité n'existe pas. Donc une fois qu'on a compris ce point de départ, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme? Et il faut procéder à cette triple articulation, parce que si on ne prend en compte que le corps, on laisse de côté la psychologie qui ne se réduit pas au corps, hein. Le corps induit la psychologie, mais la psychologie, c'est du corps plus autre chose, puisque c'est les rapports à la mère, au père, etc., etc. Et puis après, même, la psychologie n'est pas suffisante parce que la psychologie n'épuise pas la réalité, puisque au-delà de la psychologie, qui est le rapport, je dirais, je tu il y a le nouveau il, c'est-à-dire les rapports sociaux. Or, comme on le sait, les rapports sociaux ne se réduisent pas aux rapports individuels, hein. On a des grands auteurs pour l'avoir exprimé. La pensée du groupe n'est pas égale à l'addition des pensées individuelles de ce groupe. Un groupe pense autrement que l'individu. Et donc, à un moment donné, il faut prendre cette question à bras-le-corps. La femme, les femmes, ce qui n'est pas la même chose, et puis la fille, la mère, en fait, c'est tout ça. Et c'est un sujet en fait passionnant et très compliqué, malheureusement, qui a été pris en charge par des manipulateurs politiques pour créer non pas de la compréhension, mais de l'incompréhension, de la division et de la domination. Et ce que je dis, moi, en dernière instance, c'est que ce ne sont même pas les femmes qui ont créé ce féminisme. Ce sont nos dominants qui sont majoritairement toujours des hommes et des mâles blancs de plus de 50 ans. Regardez qui détient le pouvoir. Regardez l'affaire Epstein. Regardez le méga groupe.
il y a très peu de femmes là-dedans, elles sont surtout victimes, elles sont mises sur le trottoir. Hein. On a un couple maléfique, Ghislaine Maxwell, Epstein. Mais Ghislaine Maxwell est la fille de son père, vous voyez hein. Elle a même pas donc, pris la barre de l'opération, c'est Jeffrey Epstein qui a remplacé son père. Oui, voilà, oui. Donc le problème, c'est il y a des gens qui veulent nous empêcher d'aborder ce sujet incroyablement complexe et fondamental, puisque c'est le rapport homme-femme. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse en parler sérieusement. C'est pour ça que moi, chaque fois que j'étais invité dans des émissions de télé, on me mettait seul par rapport à 4 ou 5 intervenantes, qui étaient soit des militantes malhonnêtes qui s'appelaient ni putes ni soumises, soit des gourdes qui avaient été invitées parce qu'elles étaient bêtes. Et en général, il y avait une femme qui était d'accord avec moi, qui était en général une mère de famille assez belle, assez épanouie. C'est toujours la plus belle et la plus charmante. Et elle était là pour se faire engueuler parce qu'elle était parfois d'accord avec moi. Et le problème, je vous dis, c'est qui a lu Vers la féminisation, mon livre, et qui est capable, j'irais même, de le comprendre et de le commenter. Je viens de le rééditer chez Contre-Culture, dans ma maison d'édition. Hein. Et d'ailleurs, j'ai enlevé le point d'interrogation, parce qu'à l'époque, quand j'ai écrit Vers la féminisation, c'était un processus en cours. Et il y a des gens qui ne comprenaient même pas de quoi je parlais. Aujourd'hui, j'ai enlevé le point d'interrogation, parce que c'est un fait sociologique et statistique établi, que j'avais vu venir. J'avais dit, nous allons vers une féminisation de la société qui n'est pas du tout une mise en avant des femmes ou une prise de pouvoir par les femmes, c'est une manipulation que j'avais dit à l'époque antidémocratique. C'est une manière de... C'est un calendrier oligarchique en réalité. D'ailleurs, j'ai changé le sous-titre et dans le dernier livre, je crois que je parle de stratégie oligarchique. La féminisation est une stratégie oligarchique et cette oligarchie, je vous assure qu'elle est très très masculine. Très très masculine. Regardez qui est à la tête du vrai pouvoir politique et du vrai pouvoir économique. Vous verrez que les femmes jouent des rôles secondaires. Hein, voilà. Et donc, je vous dis... j'attends toujours, et peut-être que je le verrai pas de mon vivant, des gens sérieux s'intéresser par exemple à un concept comme la dissymétrie de l'Oedipe. Vous voyez, c'est quelque chose qui a échappé absolument à tout le monde et qui est un concept comment se structure une psychologie par une rupture ou une continuité. Et ça, c'est lié, je vous dis, le fait que pour la fille, la mère est le même, alors que pour le garçon, la mère est l'autre. Voilà. Et et là, on peut s'appuyer un peu sur Freud, parce que ce qu'on appelle l'irruption de la loi, le surmoi, c'est l'irruption du père qui vient casser ce rapport symbiotique du nourrisson à sa génitrice. Hein. Et ça, c'est dans le freudisme, et c'est assez admis quand c'est Freud. Et ça s'appelle l'irruption de l'autre, l'irruption de la loi, la limitation de la toute-puissance. Vous voyez, le surmoi, par Freud, et après, parce qu'il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle les psychologues marxistes, Henri Vallon, que j'ai étudié, René Zazo, les gens qui m'ont emmerdé sur mon livre n'ont pas le 10e du niveau qu'il faudrait qu'ils aient pour pouvoir en parler. Parce que pour ça, il faut avoir lu Henri Vallon, il faut avoir lu Jean Piaget, il faut avoir lu René Zazo, il faut avoir lu Émile Jallet. Or, ces connards-là qui m'ont emmerdé, quand c'est pas des femmes qui m'emmerdaient uniquement pour le plaisir de m'emmerder, n'ont pas lu ces auteurs, qui sont des auteurs qui ont totalement disparu des bibliothèques, et qui sont des gens qui ont vraiment étudié la psychologie masculine, féminine, leur interaction, la manière dont ça interagit dans l'historique, le social, le culturel, etc. Et en réalité, ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, qui s'appelle la question du féminisme, la féminisation, est un sujet qui n'est jamais abordé sérieusement, parce qu'il y a un enjeu politique violent, et on est dans la brutalité, la bêtise, la mauvaise foi, la malhonnêteté, et c'est pour ça qu'on met en avant d'ailleurs ces pauvres filles qu'on a vues tout à l'heure, qui font honte à leur genre, et qui sont des gamines manipulées, fragiles, et qui en général, si on les suit sur 20 ans ou 30 ans, vous verrez que en général, ça finit pas très bien pour elles. Hein. On est dans de la névrosée qui cache sa névrose par surenchère narcissique. Mais je veux dire, n'importe quel d'ailleurs psychologue ou psychiatre un peu sérieux, en privé, vous dirait il y a problème, quoi, il y a problème. Hein. C'est pour ça que moi j'avais produit des catégories un peu agressives, qui étaient la flippée, la pétasse. Et il fallait que la fille échappe à la flippée et à la pétasse. C'était ça. Moi, je les appelle les princesses Disney et les grosses torches. Oui, mais en réalité, le but, c'est quand on parle de la flippée et de la pétasse, c'est comme quand on parle de la maman et de la putain, c'est de chercher la solution dialectique et médiane qui produirait la femme épanouie. Parce que la femme épanouie est l'intérêt de l'homme aussi.
une femme épanouie et relativement bien dans son corps et qui sait où elle est en général plus agréable à fréquenter et plus, même, je dirais même plus facile à séduire au sens non péjoratif du terme, que la pétasse et la flippée, qui sont quand même globalement qui produisent comment dirais-je, du malheur autour d'elle, quoi. C'est pas agréable. En réalité, le bonheur de l'homme passe par la femme heureuse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre des sexes, en réalité. On est tous perdants dans ce faux combat actuel validé par nos dominants politiques. Il n'y a que des perdants, à part eux, à part eux, cette petite oligarchie perverse qui donne, je rappelle, in fine, l'affaire Epstein. Hein. On finit dans la pédocriminalité, le meurtre d'enfants et toutes ces saloperies. Hein. Faut voir LGBT d'un côté, affaire Epstein de l'autre. Hein. Voilà ce que ça produit réellement in fine. Messieurs, moi, il y a une chose qui m'a aidé à comprendre beaucoup les femmes, puis vous m'avez aidé à comprendre aujourd'hui certains phénomènes entourant ça. C'est quand j'ai appris que les femmes, dans leur choix des hommes, étaient essentiellement hypergames, c'est-à-dire à travers tous les modèles masculins qu'ils ont vus dans leur jeunesse, ils se font comme un modèle idéal, parce que si on enlève toute la culture, les religions et autres, la femme est programmée pour choisir le mâle alpha pour assurer sa progéniture. Oui, ben ça, c'est... L'homme, lui, est polygame et lui, il veut l'étendre partout. Oui, ça c'est... Après, la société est là pour réguler tout ça, mais moi, j'avais expliqué ça par ce que disait la notion de prince charmant. Oui. La femme recherche le prince charmant. Qu'est-ce que c'est qu'un prince charmant? C'est un type qui est prince, socialement dominant, et charmant, qui est bien fait. C'est-à-dire qu'il est socialement dominant et il va transmettre des gènes de qualité. Et la femme, naturellement, en tant qu'animal voué à la reproduction, cherche le prince charmant, c'est-à-dire le mâle socialement dominant et bien fait, c'est-à-dire capable de transmettre des gènes de qualité pour que les enfants ne soient pas dégénérés. Donc en réalité, derrière cette appellation très charmante, le prince charmant, qui donne les films de Walt Disney, il y a une injonction incroyablement, je dirais, pratique, biologique, que la femme accomplit sans même le savoir, c'est-à-dire qu'elle y va naturellement, hein, elle y va naturellement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de décoder en fait, comme quand on dit vive d'amour et d'eau fraîche. Qui peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Ils nous font à croire que plus t'es gentil, plus t'es prince charmant, plus tu vas réussir. Et là, je comprends avec l'émission d'aujourd'hui qu'on est en train aussi d'inverser totalement le désir féminin de base. Là, on essaye de l'inverser. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, je veux dire qu'en réalité, quand on finit par parler calmement avec des jeunes filles à peu près de moyenne, on finit par s'entendre à la fin. Le problème, c'est que ces jeunes filles, on va dire à peu près normales, on leur donne très peu la parole. Hein. Moi, j'ai une fille de 17 ans, voilà, c'est la réalité. Je peux vous dire qu'elle a eu un papa et une maman qui étaient à peu près traditionnels, et elle n'est pas tentée par le changement de sexe. Elle sait faire la différence entre un voyou et un garçon avec qui qu'on peut suivre sans danger. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même, c'est un effet. Je pense qu'on peut revenir assez facilement à une société saine. Si simplement on remet 2-3 choses en place. C'est un travail politique en réalité. Et, il y a un passage important vers la fin. Le père absent. Oui, bah bien sûr, pour la délinquance, pour la fragilité. Oui, bien sûr, la négation du père par les féministes qui prétendent faire des enfants seuls et qui détruisent le père. Parce que le père n'a pas besoin forcément d'être là. L'important, c'est le père symbolique. C'est très important. Et effectivement, la famille monoparentale, c'est-à-dire la mère avec sans père, produit notamment l'hyperdélinquance chez les Noirs des villes américaines. Il y a des études sociologiques depuis les années 60. Parce que la mère ne peut pas intégrer la loi comme le père. Elle intègre l'amour, ce qui est très important, mais celui qui intègre la loi, la limite, et qui produit le surmoi. Quand vous regardez les délinquants comme la fratrie Traoré, ce désir de toute puissance, ce mépris de l'autre et ce mépris du travail, c'est la même chose. Hein, et directement la conséquence de gamins qui ont vécu sans père. Hein. Et à la fin, d'ailleurs, ils sont, comme je l'ai dit, les classes dangereuses sont surtout dangereuses in fine pour elles-mêmes. Ça produit des types qui finissent tous en tôle. Hein. Parce qu'en fait, ils sont inaptes au travail
et incapable de respecter l'autre, ce qui est exactement la même chose, parce que l'autre, c'est celui avec qui on partage le travail. Hein. Respecter l'autre, c'est faire sa part de travail. Vous verrez que littéralement, c'est ça que ça dit et rien d'autre. Le reste, c'est ne pas aller au bout du raisonnement. Et en fait, voilà, la destruction du père produit la délinquance ethnique et la névrose féminine. Et c'est une catastrophe des deux côtés. Et vous verrez d'ailleurs qu'elle se complète assez bien. Vous avez la racaille ethnique et la bobo flippée. Et ça, Et ça l'incel. socialement, ça fait pas des couples qui s'aiment Non. avec des enfants heureux parce que les parents vont rester un certain temps ensemble. C'est du dysfonctionnel intégral, parce que ça, c'est le concept sociologique le plus fondamental, c'est pas vrai, faux ou bien, mal, c'est fonctionnel et dysfonctionnel. Ce qui est dit fonctionnel est forcément négatif par principe. Et il faut aller vers le fonctionnel. Et qu'est-ce qui est fonctionnel? Eh ben là, on peut faire toute une émission pour voir ce qui est fonctionnel et ce qui ne l'est pas. Et vous verrez que le féminisme conduit au dysfonctionnel intégral, et c'est ça le vrai problème. Et ce dysfonctionnel impacte toute la société, les femmes y compris, hein, elle n'y échappe pas. Merci beaucoup, messieurs. Il y a Arnaud Develay peut-être qui veut rajouter de quoi pour conclure. Oui, ben, je pense que comme dans tous les processus, on passe souvent d'un extrême à un autre et je pense que la situation qu'on a décrite aujourd'hui, par la force des choses, va s'autoréguler. Il y a des gens qui se lamentent, par exemple, des confessions, enfin des conversions de masse, mais qui traduisent, selon moi, là on est un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais aussi un vide spirituel. Et je pense que à terme, il y a des modes de gestion de société, des religions qui vont remettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense que ce sera probablement mieux pour tout le monde à terme. Yann, mais c'est une autre histoire. Ouais. Oui. Yann, pour terminer. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter de ce processus de féminisation, de féminité, de c'est quoi la femme avec vous. Et je crois que pour ouvrir le prochain chantier, la prochaine discussion, il va falloir qu'on trouve des solutions. Comment on va, chez Lux Media, on parle de comment on va réparer la femme et comment on va réparer ces familles sans père. Comme Arnaud vient de le dire, il y a certains hommes, certaines femmes qui font des conversions de ce temps-ci, surtout depuis la COVID. Est-ce que c'est le retour du religieux? Est-ce que c'est un danger? Moi, je veux en parler avec vous parce que, encore une fois, c'est une passation de flambeau générationnel et c'est ça qui est important. Comment qu'on va assurer cette transmission-là? Comment qu'on va dépasser ce problème de féminisation qui amène les problèmes géopolitiques actuels, qui amène Jeffrey Epstein, qui amène le problème de consentement, qui amène énormément, toute cette division dans la société découle de ce problème-là. Une brève réponse, M. Soral, pour terminer. Comment on répare la femme? Moi, j'ai réédité vers la féminisation chez Contre-Culture avec une nouvelle couverture. Moi, je dis lisez-le parce que l'air de rien, c'est un livre vraiment sérieux. C'est qui est caricaturé souvent. Je vous dis, les gens qui en parlent ne l'ont jamais lu. Et en fait, c'est comment poser le problème. Et j'ai lu tout à l'heure, là, il y a les petits commentaires qui défilent. Soral, quelle était la relation à ta mère? Évidemment qu'il est très... dans Sociologie du dragueur, qui est d'ailleurs la première partie vers la féminisation et la deuxième partie suit Sociologie du dragueur, je dis... Il faut déjà comprendre de quoi on est fait soi-même pour comprendre si notre vision des femmes est pathologique ou est digne d'être respectée d'un point de vue, je dirais, un peu scientifique. Et pour ça, il faut effectivement commencer par faire un travail sur pourquoi je vois les femmes comme ça, quel a été le rapport à ma mère, quel a été le rapport à mon père, à mes sœurs. Moi, j'avais 2 sœurs. Et tout le travail que j'ai fait préalablement dans le livre d'avant qui s'appelait Sociologie du dragueur, c'est de dire voilà pourquoi je suis comme ça. Il faut d'abord identifier le sujet qui étudie. Vous voyez, c'est en sociologie marxiste, on appelait ça l'identité du sujet et de l'objet. C'est-à-dire que vous-même n'êtes pas, comment dirais-je, un outil neutre et objectif. Il n'y a que Dieu qui est neutre et objectif. Donc déjà, il faut comprendre, dans un premier temps, celui qui regarde la femme. C'est un peu comme admettre qu'on a des lunettes un peu déformantes. Et moi, j'ai fait ce travail sur moi-même. C'est ma relation difficile aux femmes est liée à ma relation difficile à ma mère, c'est évident. Donc on essaye de faire ce travail pour dire ma relation à ma mère n'est pas une relation universelle et fonctionnelle, elle était relativement pathologique, donc il faut que je puisse comprendre
par comparaison qu'il y a des mères qui sont un peu différentes, ce qu'on appelle la bonne mère, la mauvaise mère, la mère abusive. J'avais dit d'ailleurs, la mère abusive produit 3 pathologies, la pédophilie, l'homosexualité et le judaïsme. Vous voyez, j'avais c'est les 3 pathologies de la mère abusive. Vous voyez, hein, et c'est intéressant, hein, matrilinéarité, mère abusive. Il suffit de regarder les films de Woody Allen. Et en fait, c'est très important de faire d'abord un travail sur soi. C'est ça que je veux dire. Déjà comprendre que avant de dire les femmes c'est ceci, les hommes c'est cela, gna gna gna, c'est qui es-tu toi, pourquoi les vois-tu comme ça, parce que aussi tu es un blanc élevé dans une société démocratique post-industrielle, que par ailleurs ton père s'est peut-être barré ou pas barré, ou il avait une maîtresse. C'est vraiment un sujet qui mériterait normalement d'être traité de manière très fine, très fine. C'est pas j'aime pas, salope, maman, putain, c'est pas ça. Et le premier travail, c'est sur soi, c'est-à-dire comprendre d'où on voit les femmes et pourquoi je les vois de cette manière-là, ce qui n'est pas universel. Un type dont la mère a été une mère adorable ne voit pas forcément les femmes comme quelqu'un qui a subi une mère abandonniste, etc. Et ça, d'ailleurs, quand on étudie les écrivains et leurs relations aux femmes chez les écrivains, on voit très bien que, en fonction de leur relation à la mère, ils ont une relation plus ou moins dure et comment dirais-je, un a priori plus ou moins négatif sur les femmes. Et c'est ça qui serait intéressant. Normalement, tout le monde devrait faire ce travail pour avoir un rapport, je dirais, relativement apaisé et lucide envers les femmes, les autres, etc. Et ça, je vous dis, malheureusement, on est pris dans un espèce de truc politique très réductionniste, très vulgaire. Et ce qui est le plus douloureux, je dirais, c'est ça, c'est qu'on nous oblige à tomber dans la vulgarité. Et même moi, parfois, je suis tellement agacé que je fais ta gueule, retourne en cuisine. Vous voyez, je m'amuse à mettre des commentaires comme ça parce que quelque part, on nous y pousse et que ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien de temps en temps. Mais en réalité, le sujet mérite beaucoup plus de finesse et de respect. Je voudrais terminer. Donc, la femme mérite beaucoup de finesse et de respect. Je finirai là-dessus pour qu'on ne se méprenne pas. Voilà.